Bien, bonsoir. Donc, Xavier m'a déjà présenté. Juste une précision, je travaille pour l'AFNIC, l'Association française pour le nommage Internet en coopération, qui est le registre des noms de domaine en .fr. Donc, mon activité au quotidien porte surtout sur le DNS. Si vous avez des problèmes avec votre .fr, de renouvellement, de disputes, de réglages techniques, de procès avec Dieu sait qui ou Dieu sait quoi, vous gardez ça pour après la conférence, dont le sujet est normalement IPv6. Donc je ne peux pas répondre à toutes les questions sur l'article 13 de la charte de nommage, la dernière décision Predec sur le problème de campingaz.fr et des trucs comme ça. Aujourd'hui, on va se focaliser sur IPv6. Pourquoi IPv6 ? Bon, c'est un sujet important et d'actualité. Je veux dire, pourquoi c'est moi qui en parle ? Parce que l'AFNIC a beaucoup participé à IPv6 dès le début et qu'on a mis nos serveurs de nom puis tout le reste du système d'information en IPv6 depuis longtemps. Donc on connaît 2 ou 3 trucs sur IPv6. Vu le public, vous avez sans doute tous entendu parler d'IPv6, vous connaissez sans doute les bases, donc je ne vais pas repartir de les adresses font 128 bits, elles s'écrivent avec 2 points par-ci par-là, ce genre de choses. Je ne vais pas vous montrer de format de paquet non plus. Tout ça, vous l'avez, une bonne partie d'entre vous l'ont sans doute déjà vu. Je vais me focaliser sur 2 choses importantes qui sont l'un, quel est l'état actuel de IPv6 et de IPv4 pendant qu'on y est, puisque si vous avez lu des choses il y a 5 ans ou même simplement il y a 2 ans, elles peuvent ne plus être à jour, donc c'est l'occasion de se remettre une bonne partie des énormités que je lis sur IPv6 dans la presse, dans Slashdot, etc., vient souvent du fait que les gens ont repris des informations dépassées sans savoir qu'elles étaient dépassées. Et le deuxième point important, ça va être les techniques de transition, puisque vous avez tous noté que IPv6 n'avait pas remplacé IPv4 en 5 minutes. Donc on va avoir une longue période de transition et de coexistence devant nous. Et donc, du point de vue pratique, même si l'objectif idéal, c'est un monde uniquement IPv6, du point de vue pratique, on va avoir à gérer une transition pendant un certain temps. Donc ça permet de faire quelques techniques rigolotes et d'amuser les ingénieurs. Donc, petit rappel surtout de pourquoi IPv6, parce que la première question que certains d'entre vous se posent peut-être, c'est pourquoi tant d'embêtements, pourquoi tant de conférences, pourquoi tant de voyages, pourquoi tant de réunions ? Ça sert à quoi de passer à IPv6 ? Alors, la raison principale, la numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup plus d'adresses. Les adresses IPv4, ça peut sembler beaucoup comme ça de puissance 32, mais en fait, ça ne permet même pas de donner une adresse IP à chaque personne. Or, vous savez que le modèle des machines, des ordinateurs, a beaucoup évolué depuis 30 ou 40 ans. On est passé de un ordinateur par organisation, université ou entreprise, à un ordinateur par département, puis un ordinateur par personne, et maintenant avec les smartphones, les frigidaires et les grille-pains connectés à Internet et tout ça, on est à plusieurs ordinateurs par personne. Donc le modèle IPv4, de toute façon, était très limité. Même si l'allocation était parfaite, s'il n'y avait pas de gaspillage, de toute façon, ça n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Mais, donc c'est ce deuxième point ici, que j'ai cité le terme marketing d'Internet des objets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est joli. IPv6 correspond aussi à un changement de paradigme. Si IPv4 ne faisait que 32 bits, ce n'est pas uniquement parce que les gens qui ont conçu IPv4 étaient bêtes et ne savaient pas faire des calculs, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément envisagé le changement de paradigme qu'on avait, qui fait que maintenant, il y a des engins qui sont des ordinateurs, qui ont des adresses IP, qui font tourner Linux à peu près partout. Et puis, il y a un autre point qui est souvent oublié, c'est qu'en IPv4, on a tellement peu d'adresses qu'on doit les utiliser très soigneusement en faisant très attention. En IPv6, comme on a une quantité d'adresses inouïe, délirante, énorme, de puissance 128 est un nombre qui défie l'imagination, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Ça permet de faire des plans d'adressage complètement nouveaux. Par exemple, d'utiliser des clés publiques comme adresse, ou plus exactement un hash de la clé publique dans l'adresse. Il y a suffisamment d'adresses IPv6 pour que ce genre de plan soit possible. De même, on peut avoir dans IPv6 des adresses qui sont uniques, sans registre qui les attribue. Si on tire au hasard des nombres dans un espace très grand, le résultat, les adresses qui résulteront de ce tirage au sort, seront uniques, quasiment uniques.
Alors, on est quasiment certain qu'il n'y aura pas de collision sans qu'il y ait besoin de faire un registre, de payer, d'entretenir toute une bureaucratie, etc. Donc c'est ce genre de choses que permet IPv6. Ça, c'est les points importants. Les points secondaires, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parfois, il y a certains vendeurs d'IPv6 qui survendaient un peu IPv6 en laissant entendre que ça serait plus rapide, plus sécure, plus... En gros, c'est bidon. IPv6 ne change pas grand-chose. Par exemple, exprès, il n'y a aucun changement au routage. Donc les problèmes liés au routage, comme l'augmentation de la taille de la table de routage et des changements qui s'y font, ne sont pas modifiés par IPv6, ni en mieux ni en mal. Et c'est exprès. Le but, c'était d'avoir un système qui soit le plus proche possible de l'ancien modèle. Donc IPsec, pour l'argument sécurité, n'est pas spécifique de IPv6. Si vous avez lu quelque part qu'avec IPv6, vous avez la sécurité intégrée alors que ce n'était pas le cas en V4, non, c'est bidon, oubliez-le. Quel est l'état actuel d'IPv4 ? Alors, vous le savez, il n'y a plus d'IPv4. C'est terminé, c'est fini. Pendant des années, on a prédit l'épuisement, maintenant c'est fait. En fait, l'épuisement a même commencé il y a longtemps. Il y a pénurie, les gens avant me demandaient quand est-ce qu'il y aura pénurie V4 ? Je disais, mais il y a déjà pénurie. Pour avoir une adresse IPv4 aujourd'hui, vous devez remplir des papiers, vous devez avoir des formalités. Si vous êtes client particulier d'un fournisseur d'accès grand public comme Orange ou Free, vous avez une adresse IPv4, même si vous êtes plusieurs à la maison, même si chaque personne a plusieurs machines, même si votre grille-pain veut se connecter à Internet, vous n'avez qu'une seule adresse IPv4. Et pour en avoir plus, il faut souscrire une offre professionnelle à des prix délirants. Si vous êtes un établissement, une université, une entreprise et qu'elle veut avoir beaucoup d'adresses IPv4, ben votre fournisseur d'accès vous fait remplir les paperasses du RIP-NCC où il faut justifier, faire un plan d'adressage, un plan à 2 ans, justifier, expliquer, répondre à des questions idiotes. Vous êtes sûr que vous ne pourriez pas vous débrouiller autrement, mettre tout un blabla pour convaincre la grosse bureaucratie des registres Internet de vous donner vos adresses. À partir du moment où on ne vous donne pas les adresses que vous voulez, où vous devez les justifier, où vous devez remplir des paperasses, où vous devez passer devant une bureaucratie qui ne vous écoute pas, c'est une pénurie. Et ça, c'est depuis des années. Donc la pénurie IPv4, ça a commencé il y a très très longtemps. Maintenant, c'est encore mieux. Le 3 février de cette année, l'IANA, qui attribue les adresses IP au plus haut niveau, a épuisé sa réserve. Donc au niveau de l'IANA, il n'y a plus d'adresse IPv4. L'allocation est hiérarchique. L'IANA les donne à des registres Internet régionaux, en Europe le RIP-NCC, qui les distribue à des opérateurs, fournisseurs d'accès, etc., qui à leur tour distribuent aux clients. Donc l'épuisement suit le même chemin. Depuis le 3 février, l'IANA a distribué toutes les adresses IPv4. Les RIR vont commencer à épuiser la leur. On prévoit que le premier RIR à tomber à court, ça sera en juillet de cette année, en juillet 2011, et ça sera sans doute APNIC, le registre Internet régional Asie-Pacifique, qui brûle les adresses IP à un rythme qui est en rapport avec la croissance économique de la région Asie-Pacifique. Le 7 avril, quand j'ai terminé ces transparents, il ne leur restait plus qu'un préfixe /8,5. Or, quand on arrivera au dernier préfixe /8, on passera à des règles d'allocation sévères. Chaque registre régional gardera un /8 IPv4 avec des règles d'attribution encore plus restrictives qu'aujourd'hui pour les derniers arrivés, pour s'il y a un événement exceptionnel, s'il y a quelque chose qui nécessite qu'on en ait besoin. Donc il ne restera en fait plus qu'un demi /8. Et au rythme où consomme APNIC, APNIC il y a quelques semaines a encore alloué un /10 entier à un opérateur, donc d'un seul coup un quart de la réserve qui disparaît. La date de juillet 2011 est peut-être même optimiste, ça sera peut-être même avant. Le RIP-NCC en Europe devrait à son tour tomber à court, fin 2011, début 2012, et les autres dans la foulée. Donc, bien que Claude Allègre explique qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire et qu'il reste des adresses IPv4, c'est pas vrai. Elles sont déjà épuisées, et en fait, on va devoir déployer IPv6 alors qu'IPv4 est déjà terminé. C'était pas le plan originel. Le plan originel, quand IPv6 avait été conçu, c'était qu'IPv4 avait encore de nombreuses années devant lui, donc on allait pouvoir faire la transition cool. Tellement cool qu'on n'a rien fait. Aujourd'hui, les adresses IPv4 sont épuisées, et maintenant, ça met en cause tous les plans de migration qui avaient été faits, qui avaient été soigneusement calculés, élaborés, etc., mais maintenant sont caducs. Et on est obligé de changer notre fusil d'épaule. Alors, bien sûr, il y a des tas de gens qui ont de l'imagination, qui ont des idées. Donc, résultat de la pénurie, comme ça fait des années qu'elle dure,
On a trouvé tout un tas de solutions, toutes plus horribles les unes que les autres. En général, toutes les solutions tournent autour du déploiement massif de systèmes de traduction d'adresses, de NAT. C'est ce que vous avez typiquement chez vous, hein, vous êtes connecté à la maison, vous avez une box, elle fait routeur avec traduction d'adresse, elle n'a qu'une seule adresse IPv4 publique, mais il y a un système de traduction dynamique des adresses qui fait que vous pouvez connecter plusieurs machines derrière. Ça n'est pas sans inconvénient. Premier point, il y a un point d'architecture. L'architecture de l'Internet a changé. L'Internet était à l'origine basé sur l'idée qu'il y avait connexion de bout en bout. Votre grille-pain part directement à www.google.com. C'est-à-dire qu'il peut lui envoyer des paquets et www.google.com peut répondre. Ça permet de bâtir tout un tas d'applications, y compris des applications non prévues à l'origine. Donc ce principe architectural, des gens comme Michel Riguidel disent que c'est une religion. Non, ce n'est pas une religion, c'est un principe architectural et c'est lui qui a permis le succès de l'Internet puisqu'il a permis le développement d'applications non prévues. Puisque dès qu'on a une nouvelle application, ben c'est simple. Il suffit de mettre le logiciel dans deux machines et ces deux machines peuvent aussitôt communiquer. C'est comme ça qu'a commencé le web, c'est comme ça qu'ont commencé tout un tas de services utiles. Donc ce principe-là, qui est un des principes fondateurs de l'Internet, est déjà plus tellement vrai aujourd'hui. À cause du NAT, justement, c'est rare aujourd'hui que deux machines puissent se parler directement. Conséquence pratique, déployer des nouveaux services très différents des anciens devient à peu près impossible. Les seuls services qui passent sans problème à travers le NAT, c'est les trucs type client-serveur, comme le web. Quand la connexion vient de l'intérieur, qu'elle se fait en TCP, cela s'en tire à peu près avec le NAT. Tous les autres services qui reposent sur d'autres principes ont des problèmes. Je vous recommande fortement la lecture du code source, par exemple, d'un logiciel d'échange de fichiers en pair à pair ou d'un logiciel de voix sur IP qui fait du SIP. Les 3/4 du code réseau, c'est du contournement de NAT. Les 3/4 du code et les 9/10 de la complexité. C'est les trucs les plus compliqués, les plus tordus, les plus bizarres, parce qu'il y a des tas de NAT différents, non documentés, c'est pas standardisé. Donc une application comme par exemple SIP Communicator, un client voix sur IP, ou comme CSIP Simple que j'utilise sur mon Android, une application comme ça doit passer l'essentiel de son temps à trouver le moyen de contourner le routeur NAT derrière lequel elle est. Donc du point de vue pratique, si on utilise le problème sous l'angle économique, on voit que il y a un déplacement de qui paye. Aujourd'hui, c'est les développeurs d'applications qui payent. C'est eux qui doivent faire des applications beaucoup plus complexes pour arriver à passer à travers ce système de NAT. Ceci dit, alors donc, complication du code, alors là, c'est les deux techniques standards typiques de traversée des NAT, hein, STUN et puis ICE, qui permettent, vous avez peut-être déjà vu ça dans les paramètres de réglage de votre application voix sur IP ou pair à pair, ou voir des trucs encore plus rigolos, comme de tout faire passer sur HTTP. Comme c'est HTTP qui passe à peu près partout, on constate que de plus en plus d'applications passent sur HTTP, même quand elles ne le sont pas. J'ai vu la semaine dernière un exposé scientifique très intéressant sur la classification des paquets. Et on observe des paquets qui passent sur le réseau d'un FAI, et on cherche à savoir ce que c'est pour faire des beaux camemberts, avec tant de transferts de fichiers, tant de voix, tant de... Et bien en fait, autrefois, on classait par le numéro de port de destination. 25, c'était du courrier, 80, c'était du web, 23 du telnet. Bon, ben aujourd'hui, ça ne marche plus, il n'y a plus que le port 80. Donc les conséquences ne sont pas seulement techniques. C'est-à-dire ces problèmes-là peuvent apparaître comme des problèmes purement techniques. Bon, d'abord, même si c'est que des problèmes techniques, ils sont quand même embêtants. Mais en plus, il y a des conséquences, comme toutes les fois où on change une architecture, il y a des conséquences qui sont politiques. Par exemple, vous ne pouvez pas facilement mettre un serveur chez soi. Aujourd'hui, comment on fait pour faire un serveur qui reçoit des connexions donc non sollicitées à l'origine chez soi? Bon, typiquement, la plupart des routeurs NAT ou des box permettent de mettre explicitement un routage. Quand un paquet arrive à destination de tel port, on le passe vers telle machine. Il faut le faire manuellement, ou alors il faut utiliser UPnP pour dire au routeur de le faire, et on verra que ça marche avec les NAT d'aujourd'hui, mais ça ne marchera pas avec les NAT de demain. Donc pas de serveur chez soi. Le pair à pair devient très difficile, puisqu'en connexion pair à pair, c'est plus du client-serveur. La connexion peut partir dans les deux sens, peut être initiée des deux côtés. Et donc, difficulté pour la téléphonie, on parle toujours, pour le pair à pair, on parle toujours de l'échange de fichiers, mais une des applications pair à pair les plus répandues sur Internet, c'est la voix sur IP. Et donc ça entraîne un code très compliqué, là encore, et des difficultés. Bon, c'est rare que la téléphonie sur IP, ça se passe sans douleur. Ça a l'air horrible comme ça, mais en fait, il y a des gens qui sont très contents. Si ça marche, si tout le monde fait ça,
c'est bien parce qu'il y a des gens à qui ça plaît. Je parlais de déplacement de coûts tout à l'heure. Les programmeurs ne sont pas contents parce qu'ils ont plus de boulot, mais il y a des gens à qui ça plaît. Pas de serveur chez soi, ça correspond à l'idée de tous les gens qui ont une vision Minitel 2.0. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'Internet, ça devrait être des consommateurs chez eux qui regardent Amazon, Fnac.com, TF1.fr, etc. Quand on a cette mentalité, quand on a cette idée, le fait de ne pas pouvoir mettre de serveur chez soi semble logique. Et en général, quand je mentionne ça, j'ai tout un tas de messieurs en costard-cravate en face qui rigolent en disant bah, « Enfin, vous ne voudriez pas que Madame Michu ait un serveur chez elle ?» Donc, vous voyez qu'il y a une idéologie qui va avec cette architecture. Autre personne que ça intéresse, j'ai parlé des problèmes de la téléphonie sur IP, là encore, ça ne fait pas que des malheureux. Les opérateurs téléphonie traditionnels sont très contents. Ils ont des tarifs qui sont délirants, qui ne correspondent pas du tout à la réalité de ce que ça coûte aujourd'hui la téléphonie avec les techniques comme SIP. Et donc, ils sont obligés de trouver tout un tas de mesures pour que ça continue à être utilisable. Ces mesures peuvent être légales. Si un jour vous avez le temps, lisez les conditions générales d'utilisation de votre contrat 3G. Alors, vous pouvez prendre Orange, Bouygues ou SFR, c'est à peu près les mêmes. Donc ça n'a pas d'importance chez quel fournisseur vous êtes. Il y a écrit que la voix sur IP est interdite. Pourquoi ? Dans les débats sur la neutralité du réseau, les opérateurs disent souvent « mais il y a des gens qui utilisent le forfait qu'on leur a vendu, les salauds, ils l'utilisent. Et donc après, à cause de ça, nos réseaux sont surchargés. » Sauf que la voix sur IP charge beaucoup moins que la vidéo. Pourquoi la vidéo n'est pas interdite ? Parce que tous ces opérateurs ont des plateformes d'hébergement vidéo. Eux, ça leur convient. Mais la voix sur IP casse directement leur modèle d'affaires traditionnel. Et puis bon, il y a aussi des organisations qui sont ravis qu'on ait du mal à faire du pair à pair, qu'on ne puisse pas faire de connexion entrantes, etc. Donc c'est un point important. Ça, quand on dit les partisans d'IPv6 présentent souvent le NAT comme l'ennemi absolu, le mal total. Et quand on les écoute, on se dit mais alors pourquoi est-ce que le NAT est tant déployé si c'est si horrible ? C'est parce que il y a des gens qui s'appelaient. Tout dépend des objectifs politico-architecturo-techniques qu'on a. Et c'est pour ça que certaines personnes également relativisent la pénurie V4 dont j'ai parlé tout à l'heure en disant, alors soit avec des arguments scientifiques, du genre on s'en tirera toujours, soit avec des arguments du genre, mais on a une solution déjà, c'est le NAT, et ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin d'IPv6. On ne peut pas leur dire que ça ne marchera pas, ça marche. On voit bien tous les jours aujourd'hui ça marche. Sauf qu'il y a des conséquences. Donc, in fine, ça se réduit à un choix politique. Alors le NAT, justement, pourquoi j'avais dit qu'il y avait des trucs comme l'hébergement d'un serveur chez soi qui pouvaient marcher avec les NAT aujourd'hui, mais pas avec ceux de demain. C'est parce qu'il y a plusieurs sortes de NAT, en fait. On a même dû inventer des termes pour les distinguer. Donc ça, c'est le vocabulaire qui est à la mode en ce moment à l'IETF. Petit détour en passant, l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force. C'est l'organisation qui s'occupe des normes techniques sur Internet de la couche 3 à la couche 7, en gros. En dessous de la couche 3, c'est plutôt l'I3E ou des trucs comme ça. Dans la couche 7, il y a aussi d'autres acteurs comme le W3C. Et entre les deux, par contre, c'est l'IETF. Donc, comme il y a pas mal de problèmes avec les NAT, on a développé tout un beau vocabulaire. Donc, NAT 4.4, c'est on fait la traduction d'adresse de IPv4 à IPv4. C'est ce que vous avez aujourd'hui. C'est le NAT typique aujourd'hui. C'est ce que vous avez quand vous avez un abonnement 3G et que vous vous connectez à votre opérateur favori, vous récupérez une adresse RFC 1918, c'est-à-dire une adresse IPv4 privée, et puis vous avez un routeur NAT quelque part dans le réseau de l'opérateur. C'est ce que vous avez chez vous, chez votre box, etc. Donc ça, c'est le normal, je dirais. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. En dehors de l'Europe, si vous allez en Asie ou en Afrique, vous tomberez presque toujours sur du NAT 4.4.4. C'est-à-dire qu'une traduction de V4 en V4, puis une autre. Avec le NAT 4.4.4, le particulier ou même la petite entreprise n'a plus du tout d'adresse IP publique chez elle. Actuellement, quand vous êtes abonné à un fournisseur d'accès grand public normal, vous avez une adresse IP publique attribuée à la box et elle fait du routage NAT. Ça permet donc de recevoir des paquets de l'extérieur et donc si on dit à la box de les faire passer sur telle ou telle machine intérieure, ça permet quand même de faire tourner iDonkey, ça permet d'avoir un serveur web chez soi, ce genre de choses. Avec le NAT 4.4.4, c'est plus possible. Vous n'avez plus du tout d'adresse publique chez vous et vous passez par deux niveaux de NAT. Techniquement, c'est compliqué parce que comment fait un routeur NAT pour démultiplexer les paquets qui reviennent puisqu'il n'a qu'une seule adresse? Il utilise des numéros de port. Ces numéros de port ne sont pas si nombreux que ça et certaines applications, par exemple Google Maps au hasard, en font une consommation, Google Earth, pardon, en font une consommation énorme. Donc quand on
met plusieurs utilisateurs derrière une seule adresse publique, on commence à avoir des sérieux problèmes techniques. Mais le principal problème est politique, c'est que la possibilité via UPnP ou via une configuration explicite de la box, la possibilité d'avoir quand même un serveur chez soi, de recevoir quand même des paquets de l'extérieur, cette possibilité disparaît. Donc c'est pas par hasard que NAT44 est très déployé en Chine, par exemple, mais également dans d'autres pays. Et c'est nécessaire parce que si on n'a plus d'adresse IP du tout à distribuer, aujourd'hui, quand vous créez un nouveau opérateur, un nouveau fournisseur d'accès, vous ne pouvez plus avoir d'adresse IP. Enfin, vous pouvez si vous vous dépêchez, si vous commencez tout de suite. Si vous attendez 6 mois, c'est fichu, et vous serez obligé de faire du NAT 444. Alors l'imagination, évidemment, des ingénieurs ne s'arrête pas là. On a fait aussi du NAT 6.4. Ça, j'en parlerai plus loin. C'est une des techniques de conversion, c'est de faire du traduction d'adresse, mais cette fois de IPv6 vers IPv4, pour permettre à des réseaux purement IPv6, puisqu'il n'y a plus d'adresse IPv4 disponible, de quand même parler à w3.tf1.fr qui n'a que l'adresse V4. Et puis, il y a des gens aussi qui veulent faire du NAT 6.6, c'est-à-dire qui trouvent que le NAT a des avantages, ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc ça serait bête que IPv6 nous prive de ces avantages. Et donc, il y a déjà des gens qui travaillent sur un NAT 6.6 pour qu'on ait les mêmes ennuis en IPv6 qu'en IPv4. Mais il y a des vraies propositions et il y a du code qui tourne déjà. Et naturellement, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. J'ai vu des propositions pour des NAT 4.6.4 ou des NAT 6.4.6 où on ferait 2 traductions d'adresses successives dans des familles d'adresses différentes. Voilà à peu près le paysage et voilà la situation. Donc vous voyez que le modèle IP traditionnel, une des raisons du succès de l'Internet, c'est que c'est très simple à expliquer IP. C'est vraiment tout bête. On envoie un paquet, le type à l'autre bout reçoit, il a l'adresse source, il inverse l'adresse source et destination, il répond, c'est tout bête, le routage se fait tout simplement. Bref, mine de rien, c'est une des raisons du succès de l'Internet. J'ai connu d'autres protocoles réseau où on ne pouvait pas les expliquer en 2 transparents, et une des raisons du succès de l'Internet, c'est qu'on pouvait l'expliquer en 2 transparents. De nos jours, c'est plus le cas. La réalité d'aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que vous prenez un individu quelconque, un monsieur Michu quelconque, et qui utilise Internet, presque toujours, il est derrière un de ces NAT aujourd'hui. Ça devient un privilège maintenant de ne pas être derrière un NAT. Et dans une entreprise, par exemple, ça devient difficile d'avoir une adresse IPv4 publique sur son bureau. Alors ça, c'est l'état d'IPv4 et des NAT. Et d'IPv6 alors. Avec tous ces trucs-là, IPv6, logiquement, aurait dû devenir très important. Alors, souvent, une partie de mon boulot, moi je viens de la technique, j'ai été ingénieur système, j'ai été développeur, j'ai été administrateur réseau, j'ai fait des trucs comme ça. Puis aujourd'hui, avec l'âge, on devient plus calme, on fait un peu moins de technique et on commence à faire de la politique, à écrire des rapports, à faire des trucs comme ça. Donc une partie de mon boulot, c'est d'écrire des rapports, des synthèses, des trucs sur où est-ce qu'on en est, quel est l'état, pour expliquer à des gens où est-ce qu'on en est. Et une question souvent difficile qu'on me pose, c'est mais alors IPv6, c'est prêt ou c'est pas prêt? Est-ce que c'est encore une expérience de barbu universitaire ou est-ce que c'est un truc vraiment qui marche qu'on peut mettre sur le bureau de Mme Michu? La réponse, c'est peut-être d'un coup ou peut-être d'un non. Il n'y a pas de réponse simple, parce que ça dépend de quel point on étudie. Premier point, les implémentations. Même ça, je ne peux pas répondre de manière simple en disant tout est bon ou au contraire rien n'a été fait. Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que j'appelle les gros logiciels et les petits. Les gros logiciels, c'est les trucs vedettes que tout le monde connaît, Apache, Postfix, le noyau Linux, des trucs comme ça, les trucs que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, ou même dans d'autres domaines, dans le domaine du non libre, Microsoft Windows, Cisco iOS, JuneOS pour les Juniper. Tous ces trucs-là, même s'ils ne sont pas libres, tous ces trucs-là sont IPv6 depuis souvent des années, parfois de nombreuses années. Donc là, ça a l'air bon. Encore que on peut être IPv6 et avoir des problèmes. Mais enfin, en gros, tous ces logiciels-là sont IPv6. Beaucoup plus embêtant, c'est tout ce qui est autour. Un truc que je recommande souvent aux entreprises qui veulent migrer vers IPv6, c'est commencer par faire un inventaire de vos logiciels. D'abord, ça vous fera du bien, parce que la plupart des entreprises ne l'ont pas fait et ne savent pas ce qu'elles ont. Donc c'est souvent l'occasion de découvertes intéressantes. Et ensuite, pour chaque logiciel, se demander, est-ce qu'il va avoir besoin de connexion réseau? Et si oui, est-ce qu'il est prêt pour IPv6? Parce que quand vous regardez, par exemple, prenons l'exemple tout bête du web. Apache est IPv6 depuis très très longtemps, et puis bien, bien complet, documenté, intégré, tout bien fait et tout. Maintenant, les applications qui tournent derrière, souvent ne le sont pas. Ça a l'air tout con, mais je connais des boîtes qui ont activé IPv6,
et qui ont découvert après que le script PHP ou VB.net qui était derrière le serveur, à un moment donné, stockait l'adresse IP du client dans une table, et que boum, il le stockait sous forme d'un entier de 32 bits, et que ça passait plus, ou alors qu'il le tronquait, ou alors que ça plantait, ou alors il le stockait sous forme texte, et après quand il essayait de le relire, le deux points dedans le plantait. Enfin, c'est des petites conneries tout ça, rien de bien grave. Mais quand c'est multiplié par le nombre de logiciels qui traînent, surtout les trucs privateurs dont on n'a pas les sources, qui ont été faits par un stagiaire il y a 2 ans, et depuis le stagiaire est parti, qu'on a acheté à une boîte qui a fait faillite depuis, ces logiciels-là, c'est une galère pas possible. À bien des égards, ça ressemble au problème de l'an 2000. Le problème de l'an 2000 ne concernait pas les gros logiciels sérieux. Ceux-là étaient tous prêts longtemps avant l'an 2000. Le problème de l'an 2000, ce que j'ai vécu dans la boîte où j'étais à l'époque, c'était plein de petites déconnades, pas graves, dont chacune n'était pas grave. Enfin, l'ensemble faisait que la première semaine de 2000 avait été quand même passée à faire pas mal de débogage, voire de recherche de sources d'applications dont on ne savait plus où elles étaient, ou dont on ne savait plus qui s'en occupait. Donc c'est ce genre de problème qu'il y a souvent quand on passe à IPv6. C'est-à-dire qu'on va découvrir que zut, tout marche bien, sauf zut, c'est le logiciel de la compta qui plante. Zut, c'est tel problème. Après, c'est pas tout d'avoir des logiciels. Encore faut-il que son opérateur chéri, son fournisseur d'accès Internet, son hébergeur, etc., offre IPv6. Alors là, l'offre est très variable selon les pays. La France est de très loin le numéro 1 mondial là-dessus. Je sais que c'est souvent dit, nos avions sont les meilleurs du monde, nos centrales nucléaires sont les meilleures du monde, notre cuisine est la meilleure du monde, mais pour IPv6 c'est vrai, quels que soient les critères qu'on utilise ou les statistiques qu'on utilise, la France est toujours loin devant. Donc on est relativement bien placé. On a par exemple 2 fournisseurs d'accès grand public qui font de l'IPv6, Free et Nerim. On a un réseau national de la recherche qui est IPv6 depuis très longtemps. On a un registre du domaine national DNS qui est IPv6 depuis très longtemps. On a 2 hébergeurs de machines dédiées, Gandhi et OVH, qui font de l'IPv6. Et Online qui le promet depuis... disons, si les paquets avançaient au rythme des promesses, Online serait numéro 1. Mais enfin, bon, un jour, ça finira par être vrai. Donc, on a une situation qui est extrêmement favorable en France. Si vous allez aux États-Unis, par contre, oulala. Alors là, c'est pas terrible. Par exemple, essayez de trouver un hébergeur de machines dédiées aux États-Unis qui offre de l'IPv6 à ses clients. Je n'ai toujours pas trouvé. Et si vous allez dans les pays qui ont le plus besoin d'adresses, en Afrique, vous n'en avez pas du tout. Mais pas du tout dans tout le continent. Donc comme ça, c'est réglé. Or, c'est le pays qui souffre le plus de la pénurie, parce que comme nous, on a été dans les premiers à se connecter à Internet, on a accumulé des adresses, n'importe quelle université en France a des /16 comme s'il en pleuvait. Et alors qu'en Afrique, au contraire, ils ont un peu l'université de Cocody à Abidjan, quand elle s'est connectée à Internet, pour ses 20 000 étudiants, elle a eu un stage 28. Un stage 28 pour 20 000 étudiants. Et donc c'est justement, c'est un paradoxe intéressant que ceux qui ont le plus besoin d'adresses, qui ont le plus besoin d'IPv6, qui en ont le moins. Donc ça, vous imaginez le problème pour le monsieur Michu en Afrique ou en Asie, c'est que si son fournisseur d'accès ne fait pas Internet, c'est un problème. Les hébergeurs, c'est le même problème. Hein. Si vous hébergez votre WordPress favori, soit sur une machine dédiée où vous êtes root, soit sur un service d'hébergement, vous avez assez peu de chances d'en trouver une phase de IPv6. En France, oui, hein, mais ailleurs, vous aurez du mal. Alors l'enseignement, parce que dans une fac, je vais taper sur les profs pour changer. L'enseignement, c'est souvent encore pire. Le modèle le plus fréquent dans l'enseignement en France aujourd'hui, donc dans le pays dont j'ai dit que c'était le plus avancé en IPv6, vous imaginez ce que c'est les autres. Donc le modèle le plus courant en France aujourd'hui, c'est que tout l'enseignement se fait avec IPv4, et que vers la fin de l'année, si on a du temps, on fait un module spécial où un peu fourre-tout, il y a tous les trucs avancés. Alors, comme si IPv6 était plus avancé qu'IPv4. Il ne l'est pas, hein, il est aussi simple. Donc, tout à la fin, on traite IPv6 comme un cas particulier, un truc en plus. Alors, si dans l'université où vous êtes, ou si ici à l'ENSIMAC, ça n'est pas le cas, vous avez le droit de sauter sur la table et de crier tout de suite, mais non, c'est pas vrai, chez nous, c'est pas comme ça. Ok, mais j'ai vu pas mal de programmes, j'ai discuté avec pas mal d'étudiants, j'ai examiné pas mal de CV d'étudiants qui sortaient de la fac, et ça, c'est de loin la situation la plus fréquente. C'est-à-dire que IP, c'est IPv4. IPv6, dans le meilleur des cas, c'est un cours à la fin, et les cours réseau IP
souvent, c'est le même cours depuis 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas que IPv6 qui en souffre. Par exemple, le NAT, dont j'ai parlé ici, et qui a une telle importance pratique aujourd'hui, c'est rare qu'il soit enseigné aussi. Donc, l'une des conséquences, c'est que pour beaucoup de gens, IP, c'est IPv4. Je me souviens d'avoir donné un cours, par exemple, d'introduction à l'Internet et aux techniques de l'Internet à des étudiants en droit dans un module droit des nouvelles technologies. Donc je leur fais le cours de base, je leur parle des adresses IP à un moment, parce qu'il y a toutes les problématiques liées à l'identification de l'utilisateur, ces choses-là. Puis j'ai un transparent, on montre une adresse IP. J'ai mis une adresse IPv6. La plupart n'ont rien dit, ils sont juristes, ça ne les dérange pas, pour eux c'est une suite de chiffres incompréhensibles. Mais il y en avait un dans la salle qui se prenait pour un geek et qui se croyait qu'il s'y connaissait parce qu'il avait déjà installé WordPress une fois et qui a râlé, qui a dit mais c'est pas une adresse IP. Il a dit bah si c'est une adresse IP. Non mais bon, il a fallu une discussion et après il en est resté sur l'impression, je faisais ça exprès pour l'embêter, que je mettais un truc qui n'était pas l'adresse IP normale qu'il avait appris à reconnaître. Donc ça c'est la conséquence du fait que, effectivement, très souvent, IPv6 est vu comme le cas à part. Le IP normal, c'est IPv4, et IPv6, c'est un truc à part. Alors qu'aujourd'hui, avec l'état de la pénurie IPv4, on devrait faire l'inverse. Le IP normal devrait être IPv6, et IPv4 devrait être un truc pour les vieilles plateformes qu'on n'a pas eu le temps de migrer. Malheureusement, on en est loin. Donc si vous connaissez des enseignants, vous pouvez leur dire que ce serait une bonne idée de refaire les transparents partant de zéro, et les enseignants vont adorer, en utilisant IPv6 systématiquement dans tous les cours. Alors, quelques statistiques pour donner un peu plus du concret et du précis. Là, ici, par exemple, c'est celle qu'obtient le logiciel DNS Witness de la FNIC. Alors, DNS Witness, c'est un nom qui regroupe plusieurs logiciels. Dans le lot, il y a un logiciel de mesure active qui prend la liste de tous les noms de domaine en .fr et qui, pour chaque nom de domaine en .fr, regarde si les serveurs de nom ont des adresses IPv6, si www.ledomaine a une adresse IPv6, si le MX du domaine a au moins un serveur qui est en V6, ce genre de choses. Il tourne toutes les semaines depuis 2008, ici. Ici, tout à fait à gauche, c'est fin 2008. Il y a eu un moment, un glitch dans le programme qu'il a fallu du temps pour récupérer, donc c'est le trou au milieu, je suis désolé. Et ce qu'on voit ici, c'est le pourcentage de domaines IPv6. Alors, on va commencer par le truc en bleu clair. Le truc en bleu clair, c'est les domaines qui ont au moins un serveur de nom en IPv6. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entièrement IPv6. Ça veut dire que dans une machine purement IPv6 pourrait travailler avec ce domaine-là. C'était tout petit. Vous voyez, fin 2008, c'était encore tout petit, tout petit. Vroom, ça a monté pas mal. Après, bon, il y a eu un trou. Et puis là, clac, clac. C'est monté très vite. Ce ne sont pas des erreurs. À chaque fois, c'est un gros hébergeur DNS qui décide de mettre une adresse IPv6 à un de ses serveurs. Par exemple, ici, c'est Gandhi. Quand Gandhi a mis une adresse IPv6 à un des trois serveurs, là, a.dns.gandhi.net, b.net, etc., ça, d'un seul coup, comme il gère des centaines de milliers de domaines, d'un seul coup, ça a fait monter la courbe brusquement. Et donc, vous voyez qu'on arrive à un chiffre qui est assez impressionnant. Hein. On frôle les 40% maintenant de domaines dans .fr qui ont au moins une adresse IPv6. C'est .fr, rappelez-vous ce que j'ai dit sur la France. Hein. Ça serait beaucoup moins vrai dans d'autres pays. Donc ça, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. C'est moins glorieux quand on regarde lesquels ont un serveur de courrier en V6. C'est le violet, celui qui est complètement collé sur le 0 au début. Puis là, tout à coup, il y a un hébergeur de courrier qui a décidé de mettre une adresse IPv6 sur un de ces MX. Et donc, d'un seul coup, des tas de domaines sont passés IPv6 sans s'en rendre compte. On est quand même nettement en dessous de 10%. Donc, c'est pas génial. Là, il y en a eu un autre, mais plus petit. Et puis, en bleu foncé, ici, c'est le web. Les domaines qui ont dont le www.ledomaine a au moins une adresse IPv6. Et alors là, c'est la catastrophe. Ça a même baissé. Ici, si vous regardez la courbe avant la coupure, c'est pas le logiciel qui a changé. Hein. C'est vraiment un hébergeur qui a changé d'avis. Hein. Je ne donnerai pas son nom, mais il y a 4 lettres. Qui avait déployé IPv6 sur tous ces domaines et qui a changé d'avis. Donc, le bilan global est assez faible. Et en fait, c'est ce qui entraîne les courbes rouges et vertes. Rouge, c'est ceux qui ont au moins un des 3 services critiques, web, courrier ou DNS, en V6. Ça épouse quasiment la courbe du DNS. C'est le DNS qui tire tout le monde. Vert, c'est ceux qui ont les 3 services en question, V6 enabled, V6 accessible, les 3. Vous voyez que c'est quasiment 0. Il y a bortsmeyer.fr dans le lot. Mais ça doit être rare.
Donc ça donne une idée. Alors, ça, c'est des chiffres pour .fr. On a des boîtes qui font ce genre de trucs pour .com ou les domaines comme ça, et c'est plutôt moins bon. Donc les points importants à noter, c'est qu'il y a clairement un frémissement. Hein, les choses changent. Depuis 2 ans et demi, les choses ont changé. D'un autre côté, c'est le fait que ce soit l'action d'opérateurs et pas d'individus, c'est pas étonnant. C'est parce que la plupart des domaines, bon, à part pour les adhérents de la guilde qui ont tous leur serveur Linux dédié, où ils sont root, où ils recompilent leur kernel, où ils font tout eux-mêmes, et la plupart des domaines sont hébergés par des grosses usines, genre OVH, Gandhi, etc. Et donc, c'est les décisions de ces hébergeurs qui comptent. Mais on voit surtout, pour des raisons techniques que j'expliquerai tout à la fin, que ça marche bien pour le DNS et ça marche beaucoup moins bien pour le web. Alors on pourrait faire des études comme ça pour d'autres trucs, il y en a d'autres qui marchent. Hein. Je discutais l'autre jour avec un collègue qui est par ailleurs mainteneur des serveurs de clés PGP. Il dit que depuis que les serveurs de clés PGP ont IPv6, c'est très récent, il a fallu modifier le code en Objectif Camel. Alors modifier l'Objectif Camel, quand même, faut le faire. Depuis, au début, il y avait évidemment 2-3 geeks qui se connectaient et le trafic augmente vraiment de manière impressionnante. Donc quand un service important est en IPv6, ça fonctionne. Idem pour des trucs comme BitTorrent, qui maintenant ont d'IPv6, on voit du trafic. Il y a d'autres statistiques qui sont disponibles. Par exemple, Google a présenté à Nanog une très intéressante étude, puisque Google est maintenant accessible en IPv6 dans des conditions un peu particulières, on y reviendra. Et l'un des trucs qu'il y avait dans la présentation, elle date d'il y a déjà plus d'1 an, hein, celle-là. Mais c'était que, pas most, 90% de leur connexion IPv6 venait de France. Et même d'un seul opérateur français. Donc ça donne une idée qu'à la fois il y a du trafic, et puis en même temps c'est encore trop concentré, et ça dépend encore trop d'un petit nombre d'acteurs. C'est des chiffres comme ça qu'on voit aussi. Hein. Aujourd'hui j'ai vu que Janet, qui est l'équivalent britannique de Renater, annonçait par exemple ses statistiques IPv6, et alors en entrée, ils ont 0,06% des paquets qui sont IPv6. En entrée de Janet. À l'intérieur de Janet, c'est beaucoup plus. Les universités britanniques entre elles font de l'IPv6, mais avec le reste du monde, ça se fait moins. D'autres statistiques possibles, par exemple à la FNIC, sur nos propres serveurs de nom, ceux de .fr, ils sont IPv6 depuis longtemps, c'est à peu près 1% du trafic qui vient en IPv6. Rappelez-vous comment fonctionne le DNS, c'est pas directement la machine de M. Michelu qui parle à nos serveurs. La machine de M. Michelu parle au résolveur de son fournisseur d'accès, et son fournisseur d'accès ensuite parle à nous. Et donc, par exemple, un opérateur comme Free qui fait de l'IPv6 pour ses clients, ses propres résolveurs ne font pas de requêtes en IPv6. Donc, en fait, presque toutes les requêtes IPv6 qu'on voit sur les serveurs de nom de la FNIC proviennent du monde académique, beaucoup Renater. Voilà, donc, compte tenu de tout ça, on est mal parti. Hein, c'est le décollage de IPv6, ça fait, si vous suivez les histoires de l'Internet depuis longtemps, vous savez que IPv6 vient juste d'avoir 15 ans. Et depuis 15 ans, on répète que cette année, ça va être l'année du décollage d'IPv6. On n'y est toujours pas. Et le problème, c'est que non seulement on n'y est pas, mais que pendant ce temps-là, IPv4 s'épuise. Au début, c'était oui, bon, d'accord, c'est pas cette année, ça sera l'année d'après. Mais on a encore plein d'adresses V4. Et on se dit ça chaque année. Un peu comme le type qui tombe du gratte-ciel et qui, à chaque étage, dit « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Et bon, maintenant, il y a un moment où ça cessera d'aller bien. Pourquoi est-ce qu'on s'est planté? Quelle était l'erreur? Où était le problème? J'ai lu très souvent, de la part de gens qui ont une revanche à prendre sur Internet, que l'IETF a fait n'importe quoi et n'avait pas prévu la migration. C'est-à-dire avait conçu IPv6 sans prévoir le problème de comment on allait faire pour passer de V4 à V6. Alors cet argument-là est tout à fait faux. J'en sais quelque chose, j'avais fait partie du groupe de travail qui avait fait IPv6, j'étais un petit membre parmi d'autres. On y avait pensé, il y avait un plan. Le problème, c'est qu'il n'a pas marché. Enfin, il y avait un plan. Il y en a même eu plusieurs. Dans les documents suivants, là, donc les RFC, c'est les textes sacrés de l'Internet, ceux qui expliquent comment il faut faire les choses. J'en ai mis qu'une partie, mais enfin, tous ces RFC successifs, tous expliquaient un plan de migration vers IPv6. Tout cela, cette série-là, était fondée sur l'idée de la double pile. C'était quoi l'idée de la double pile? C'est une idée simple et géniale. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas marché du tout. Au début, on part d'un monde où il n'y a que V4, rien d'autre. Certains installent V6. Donc on passe à une situation où tout le monde a V4 et puis certains ont V6. Donc ceux qui ont V6 parlent V6 entre eux, parlent V4 avec le reste du monde. Double pile, ça fait référence au fait que chaque machine
est bilingue à V4 et V6. À un moment donné, à force de mettre V6, tout le monde est à la fois V4 et V6. Ah ben là, c'est parfait. On n'a plus besoin de V4. Donc certains commencent à abandonner V4. Tout le monde reste en V6. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus que V6. Ça, c'était le plan. Vous pouvez comparer ça avec le plan d'une population qui migrerait d'une langue vers une autre. Au début, tout le monde parle la langue de départ, puis tout le monde devient bilingue, puis une fois que tout le monde est bilingue, la langue ancienne, petit à petit, devient abandonnée. Ça, c'est un joli plan. C'est vraiment très bien. C'est très bon. Alors, le seul petit problème, c'est que ça ne marchait. C'est que jusque-là, au moins, il fallait qu'il y ait des adresses IPv4 disponibles pour faire du V4. Et comme justement elles sont épuisées, alors qu'on en est encore là, et encore, le certain ici, il faut être très généreux pour appeler ça certain, on est encore à ce stade-là, alors qu'on n'a déjà plus d'adresse V4. Donc là, problème maintenant. Problème. Donc il y avait bien un plan, il n'a pas marché. Pourquoi il n'a pas marché? J'en parle pas trop dans mon exposé, j'ai fait des articles là-dessus. Il y a tout un tas de raisons pour en parler après. Ce qui est sûr, comme je me focalise sur ce qui est le cas aujourd'hui et pas sur les regrets du passé, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas marché. Donc il faut trouver autre chose. Et dans l'urgence, sinon c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'adresse V4, et il faut donc trouver d'autres plans. Donc comme on n'a plus l'adresse V4, comme on n'avait pas de plan prévu pour ça, etc., on va se cracher. Aucun doute là-dessus. L'avantage, c'est que si on s'y prend bien, on peut encore ralentir. En gros, l'obstacle est devant nous, la vitesse est trop élevée, on va se cracher, mais si on freine maintenant, on peut encore se cracher à une vitesse raisonnable. Si on ne fait rien, et il y a effectivement la plupart des gens, la plupart des acteurs de l'Internet ne font rien pour V6, ils ne font absolument rien. Vous demandez dans la plupart des boîtes, quels sont vos plans pour IPv6 ? En général, il y a bouche ouverte, plus tard, on verra. Je connais par exemple un gros opérateur de télécom français, dont le nom est une couleur, qui, le seul plan IPv6 en interne que j'ai vu, c'est des trucs qui ont été développés par des stagiaires. C'est-à-dire qu'il y a un stagiaire qui arrive en technique, en business, en économie, et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire? Ah ben tiens, tu vas nous faire une étude sur la migration IPv6. Et donc ils ont déjà fait plusieurs études comme ça, mais bon, les études, ça ne nourrit pas son homme. À un moment, il faut mettre en pratique aussi. Donc l'objectif maintenant, c'est ça. C'est de ne pas avoir trop de dégâts. Alors, quels sont les plans, puisque le plan originel n'a pas marché, et qui ne pourra plus marcher maintenant, puisqu'on n'a plus d'adresse V4. Quels sont les plans actuels? Alors, il y a tout un débat à l'IETF ou dans des cercles comme ça sur est-ce qu'il faut appeler ça des plans de transition ou de coexistence. Transition, c'est ça fixe l'objectif qu'on va migrer vers IPv6, qu'on va arriver vers IPv6 un de ces jours. Coexistence, c'est plus modeste, c'est dire, oulala, on est mal parti, il n'y a aucune chance qu'on y arrive à IPv6, mais au moins on peut essayer de faire coexister V4 et V6 à peu près proprement. Bon, de toute façon, le débat est surtout de sémantique, parce que dans la pratique, de toute façon, le monde entièrement IPv6, c'est pas pour demain. Donc il va y avoir une période de coexistence de toute façon, et relativement longue. C'est déplorable, c'était pas le plan originel, mais c'est comme ça. Les plans, on en a plein, on n'en manque pas. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Weber, Les fourmis. Il y a un moment où les fourmis veulent traverser la rivière, et où donc le Premier ministre envoie successivement tout un tas de fourmis. Alors il y a des tas de plans bizarres, sur une feuille par exemple sur la rivière, ou bien à la nage, ou bien emporté par le vent, etc. Bon, à chaque fois ça rate, et les fourmis se noient, se fracassent le crâne. Et à un moment donné, le Premier ministre va voir la reine en lui disant « Majesté, je suis désolé, mais on n'a plus de fourmis. » Et la reine dit « C'est dommage, j'avais encore plein d'idées. » Donc là, on est un peu dans cette situation. On a plein d'idées. Tellement plein d'idées que c'est souvent devenu un argument contre V6. C'est-à-dire, j'ai entendu pas mal de gens dire IPv6 c'est super compliqué, il y a plein de trucs, il faut maîtriser plein de techniques avec des noms bizarres en plus, des trucs qu'on ne comprend pas bien ce que c'est. Et c'est devenu un argument pour décourager les gens de migrer vers IPv6, de dire oulala, je ne comprends rien à ces trucs-là. Même les gens à l'IETF, quand on suit les discussions, on voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, je vais rien faire. Le plus important, en fait, avec tous ces plans, c'est de comprendre que chacun de ces plans s'applique à un problème bien précis. Et que vous,
dans votre démarche vers IPv6, vous n'aurez pas tous les problèmes à la fois. J'espère pour vous en tout cas. Donc vous n'aurez pas besoin de tous les plans. Vous en aurez besoin de certains. Il ne faut pas déployer aveuglément tous ces trucs-là. Il faut étudier le problème, voir quelles sont les techniques qui s'appliquent à votre cas, et ensuite maîtriser les techniques qui s'appliquent à votre cas. J'ai vu vraiment beaucoup d'énormités dans les blogs, dans les médias là-dessus. Par exemple, pour CICRD, comme c'est un protocole d'origine française, on a plus parlé en France, et j'ai vu pas mal d'articles du genre « c'est la technique de migration vers IPv6 ». Non, 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 non. C'est une technique qui, dans certains cas particuliers, facilite la migration vers IPv6. C'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a une page Wikipédia entière sur les mécanismes de transition d'IPv6, qui est la source la plus complète que j'ai trouvée là-dessus, qui tient à jour toutes les techniques, même les plus rigolotes. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, cette page est très longue, parce qu'il y a tout dedans. Et vous n'avez pas besoin de maîtriser tout, sauf si vous êtes un esthète et que vous voulez vraiment tout connaître. Mais du point de vue pratique, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout. On va voir lesquels vous avez besoin de maîtriser selon votre cas. Mais d'abord, avant d'expliquer tous ces plans, c'est une bonne partie de mon exposé, c'est tous les schémas de transition, il est important de ne pas se perdre dans tous ces plans de transition et de se rappeler qu'il y a quand même un objectif. Un but final, merveilleux, magnifique, etc. Au bout du compte, le but, c'est d'arriver à ce qu'il y ait IPv6 partout. Il n'y a aucune raison de garder IPv4. C'est inférieur à tous les points de vue. L'idée, c'est qu'on ait de l'IPv6 natif partout. Simplement, il est clair que cet objectif est à long terme. Si on y arrivait dans 5 ans, je serais vachement content. Je dirais, oulala, c'est cool. Il est probable que ça prendra plus que 5 ans. Parti comme ça. À moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, mais je ne vois pas quoi. Donc, ça, c'est l'objectif final. Mais comme il est à long terme, en attendant, il faut faire d'autres trucs. Il faut faire un choix. Pour faire un choix, il faut connaître son réseau. C'est un des trucs rigolos quand on est consultant, d'aller voir les gens, de leur poser des questions et de s'apercevoir que souvent ils ne connaissent pas leur propre réseau. En tout cas, pas suffisamment pour comprendre le problème. Donc la question à se poser quand vous envisagez une migration vers IPv6, c'est qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il y a dans mon réseau qui va poser un problème, qui n'est pas IPv6, qui est pas... Par exemple, un problème typique, c'est que vous avez peut-être que vous allez avoir la migration, c'est que vous n'avez pas d'adresse publique IPv4. Comme elles sont épuisées, c'est un problème que vous risquez d'avoir. Et vous pourrez avoir aussi, ce n'est pas encore trop le cas, mais des applications qui ne géreront plus IPv4 du tout. Ça peut arriver. Mais là, aujourd'hui, le problème plus fréquent, c'est l'inverse. On a des applications qui ne font que IPv4. Et on n'a pas d'adresse IPv4 publique. Dans ce cas-là, DSLA était pas mal. Vous pouvez avoir le problème que vous êtes un FAI, que vos clients sont IPv6, que vous avez une connexion IPv6 à l'extérieur, mais qu'entre les deux, il y a tout ce que les FAI appellent le réseau de collecte. Ça inclut les DSLAM, ça inclut des routeurs un peu partout, ça inclut, dans certains cas, la box qui est mise chez le client. Et ces trucs-là ne sont pas IPv6. Dans ce cas-là, c'est là que CRD est intéressant. Vous pouvez avoir des cas où vous êtes IPv6 parfait, les gens avec qui vous voulez causer sont IPv6 aussi, mais c'est votre FAI qui n'offre pas IPv6. Et là, c'est là où on va passer par les tunnels. Vous pouvez aussi avoir des cas où c'est parfait, vous avez IPv6, c'est bon. Simplement, le reste de l'Internet, bêtement, s'obstine à rester en V4. Donc, vous avez V6, mais vous voudriez quand même bien vous connecter à facebook.com, alors que facebook.com n'est accessible qu'en V4. C'est là que NAT64 peut aider, etc. Donc, je suis loin d'épuiser tous les cas, ni toutes les techniques, mais ce qui est important dans ce transparent, c'est la méthode. La méthode, c'est on décide de migrer vers IPv6, ok, parfait. Qu'est-ce qui va nous manquer? Quels vont être les problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Qu'est-ce qui va nous coincer? Qu'est-ce qui va nous retenir? Ça peut être des tas de choses. Ça peut être je ne peux pas migrer. Les postes sont en Windows 3.1 et je ne peux pas les migrer. Ça peut être... il y a des tas de raisons. Il y a des tas de problèmes comme ça. Il faut les identifier. Une fois qu'on les a identifiés, on peut choisir intelligemment quelle est la technique qui va s'adapter. Ça dépend. Les trucs d'héritage sont souvent les plus agaçants, mais inévitables. Si vous avez un réseau qui a été mis depuis des années en place, vous n'allez pas tout jeter et tout reconstruire. Notez que d'ailleurs, si vous avez dans le réseau des équipements qui ne sont pas IPv6, étant donné que la pénurie existe depuis des années et que la prévision sur l'épuisement des adresses IPv6 est bien connue, si vous avez des équipements achetés depuis moins de 10 ans et qui ne sont pas IPv6, vous pouvez virer le directeur informatique tout de suite. Il n'a pas fait son boulot.
Parce que l'épuisement de la pénurie était déjà bien en route, bien visible, etc. Donc si depuis 10 ans, le service informatique de votre entreprise, de votre université n'a rien fait pour IPv6, vous pouvez les envoyer faire un tour à Pôle emploi. Mais ça ne va pas forcément aider, parce que bon, des fois, on n'a pas la possibilité de faire ça. Et il vaut mieux se concentrer sur le futur, qui est qu'est-ce qu'on va faire maintenant, sachant qu'on aurait dû le faire avant. Mais bon, on ne l'a pas fait, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je ne vais pas parler de toutes les techniques. La page de Wikipédia dont j'ai parlé est très très longue, et elle liste des tas de techniques, dont certaines que je désapprouve, pour des raisons morales, religieuses, etc. Donc, non, en gros, parce que du point de vue technique, c'est vraiment trop horrible, trop peu fiable, impossible à maîtriser, etc. Donc, je ne vais pas parler de 624 ou de Teredo, par exemple. Je trouve Teredo, ça a été inventé par Microsoft, en plus. C'est une raison supplémentaire de ne pas en parler, et c'est en série dans tous les Windows. Donc, même s'il n'en parle pas, si vous avez des machines Windows sur votre réseau, vous serez sans doute confronté à Teredo. Mais ce n'est pas une technique qui est satisfaisante. Il y a aussi des techniques qui ont été proposées à un moment et officiellement abandonnées. L'IETF, à un moment, avait un truc qui s'appelait NatPT, qui, à l'usage, n'a pas marché. Désolé, il y a des fois des mauvaises idées. Dans certaines industries, quand on a des mauvaises idées, on s'obstine. Et dans l'informatique, normalement, si on veut que ça marche, il faut pouvoir faire l'inverse. Il faut pouvoir dire non, à l'usage, ça n'a pas marché, on laisse tomber. Donc, je n'en parlerai pas ici. On va commencer par les tunnels, parce que c'est vraiment le truc de base et qui est difficile d'éviter. À quoi ça sert un tunnel et qu'est-ce que ça fonctionne? Donc un tunnel, je rappelle, c'est l'encapsulation de paquets dans des paquets de la même couche, enfin, situés dans une couche équivalente, donc couche 3 dans couche 3. Donc le but d'un tunnel, c'est quand on a une île IPv6 qu'on veut connecter à l'Internet IPv6, sachant que le reste de l'Internet est IPv4. Exemple typique, vous avez un petit réseau local à la maison, vous avez une demi-douzaine de machines. Toutes celles-là sont bien IPv6, sont de l'IPv6 entre elles, c'est des Linux, des FreeBSD, tout se passe très bien, ils sont très heureux ensemble. Vous savez que sur Internet, quelque part, il y a des services IPv6, Google est accessible en V6, des choses comme ça, mais votre FAI s'obstine à ne proposer que du V4. C'est le cas de pas mal de FAI. Donc là, vous êtes coincé. La solution la plus simple, c'est de faire un tunnel. Donc c'est pour ça que je disais que les tunnels, je commençais par ça, c'est parce que ce cas-là est quand même extrêmement fréquent. C'est aussi le cas qui se pose si vous êtes aux États-Unis et que vous avez un serveur dédié. Comme il n'y a pas d'hébergeur V6, si vous voulez doter cette machine de capacité V6, vous allez devoir passer par un tunnel. Donc, comment ça fonctionne un tunnel? Vous encapsulez les paquets IPv6 dans de l'IPv4. Alors, il y a plusieurs méthodes pour ça, en fait. Tunnel tout court, ce n'est pas un protocole. Il y en a plusieurs, notamment pour déterminer les paramètres exacts qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va mettre comme adresse IPv4 et tout ça. Il y a notamment deux méthodes très répandues. La méthode TSP, alors ça veut dire Tunnel Setup Protocol, je pense, décrit dans le RFC 5572. C'est une méthode de négociation automatique. Vous vous connectez, avec le protocole TSP, vous vous connectez à un fournisseur de tunnel. Le fournisseur de tunnel, par le protocole TSP, vous donne tout un tas de paramètres. Et localement, vous configurez le client. Il vous dit, par exemple, le fournisseur de tunnel vous dit, par exemple, tes paquets, tu les encapsules en IPv4 que tu envoies à telle adresse. Et pour votre client TSP, de votre côté, configure votre bout du tunnel pour avoir tout ça automatiquement. Ou bien, il y a la configuration manuelle. C'est-à-dire, on édite ETC Network Interface et on met les paramètres dedans à la main en suivant la documentation. Il y a encore d'autres méthodes pour les tunnels, mais ces deux-là sont les plus fréquentes. Souvent, vous n'avez pas le choix parce que souvent, c'est le fournisseur de tunnel qui vous l'impose. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, Renater fournissait un service de tunnel, il a été abandonné, je ne crois pas qu'il ait été rétabli, et quand il le fournissait, c'était TSP. Donc si vous étiez client de Renater et que vous vouliez utiliser le service de tunnel de Renater, c'était forcément TSP. Alors justement, que des fournisseurs, ça doit coûter très cher? Non, justement non. L'avantage d'IPv6, c'est que c'est que des gens sympas qui font d'IPv6, et donc il y a des tas de fournisseurs de tunnels gratuits. Par exemple, Success est un des plus connus. Et fournit un service de tunnel gratuit, je crois pas qu'ils utilisent TSP, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils utilisent. Hexago, par contre, qui est une boîte canadienne, fournit un service avec TSP. C'est la boîte aussi qui développe TSP, développe le serveur. Le serveur n'est pas un logiciel libre, mais il y a un client, je crois bien que le client est un logiciel libre, à vérifier. Enfin, en tout cas, il tourne sur Linux, en tout cas. Et puis, il y a Hurricane Electric, qui est celui que je recommande. Alors, Hurricane Electric fait que la configuration manuelle. Ils n'ont pas de
TSP ou truc comme ça, mais je le recommande parce que Hurricane Electric, c'est le seul du lot qui soit lui-même un opérateur. C'est-à-dire qu'il a le contrôle complet de son infrastructure. N'importe qui peut offrir un service de tunnel, il suffit d'avoir une connexion V4 et V6, mais Hurricane Electric, c'est les seuls qui ont une culture d'opérateur et qui font un service qui est de qualité professionnelle, qui est gratuit, mais de qualité professionnelle. Ils font aussi des t-shirts qui sont très bien, et ils font il y a un test en ligne, mesurer votre niveau IPv6, où on peut avoir des badges successifs. Mais attention, hein, c'est des vrais tests sérieux. Hein. Par exemple, pour la configuration du courrier, ils vous demandent de fournir une adresse de courrier, et ils envoient un cookie en IPv6 depuis un serveur de messagerie qui ne parle que V6. Donc vous ne pourrez recevoir de message que si votre serveur de courrier est V6 et fonctionne. Et après, vous grimpez, vous gagnez des points d'XP, et puis à la fin, vous avez le t-shirt. Donc, bon, l'important c'est qu'il y ait le choix. L'important c'est qu'il y ait le choix. Pas mal de gens, historiquement, les tunnels, c'est une méthode très ancienne, et pas mal de gens ont eu des mauvaises expériences avec les tunnels. Des fois, c'était pour des raisons techniques, on va les voir, mais souvent, c'est parce qu'ils avaient un fournisseur de tunnels qui n'était pas fiable. C'est-à-dire qu'au début d'IPv6, les débuts d'IPv6, c'était un peu comme les débuts d'Internet. Tout le monde était copain avec tout le monde faisait des tunnels avec tout le monde, et donc vous aviez des cas où pour connecter en IPv6 la France aux États-Unis, vous passiez par un tunnel qui a relié le Brésil à la Thaïlande. Il y avait donc tout un tas de tunnels qui étaient très sympas, très gratuits, très enthousiastes, et d'une faible qualité technique, d'une faible fiabilité, des temps de réponse délirants. Donc, à cause de ça, les tunnels ont très mauvaise presse. En fait, ce n'est pas le principe du tunnel qui est pas bon. Le tunnel est très bien et très utilisé dans bien d'autres contextes d'ailleurs que V6 sur V4. C'est une technologie très utile. Pas mal de projets de réforme de l'Internet reposent là-dessus aussi. Et le problème, c'est plutôt, comme d'habitude, de bien choisir son fournisseur. C'est-à-dire que clairement, si vous êtes, pour reprendre le cas du particulier qui vit en France, qui veut se connecter en IPv6, s'il choisit de faire un tunnel en envoyant des paquets IPv4 en Afrique du Sud, eh ben, il va avoir plus de problèmes que s'il choisit d'envoyer une adresse IPv4 qui est en France. C'est un autre avantage du Hurricane Electric. Ils ont des points de présence absolument partout. Ils en ont 2 en France, par exemple, un à Paris et un à Marseille. Et donc, vous pouvez toujours trouver un partenaire de tunnel proche de chez vous. Hop. Alors, les inconvénients techniques des tunnels, le principal, c'est que comme on encapsule le paquet, on diminue la MTU du chemin. Si vous aviez de l'Ethernet, par exemple, avec sa MTU de 1500, si vous encapsulez l'IPv6 dans l'IPv4, il faudra bien mettre l'entête V4 quelque part. Donc, pour IPv6, tout se passera comme si le chemin avait une MTU non pas de 1500, mais de 1480, ou des trucs plus ou moins faibles. Alors, en théorie, c'est sans conséquence, hein, parce qu'il n'y a pas une seule MTU, normalement, sur l'Internet, il y en a plusieurs. Le problème est géré par la fragmentation, qui est faite par les routeurs en V4, par les machines terminales en V6. Et donc, normalement, ce problème-là ne devrait pas être un problème. Peut-être ça devrait un peu baisser les performances, mais c'est tout. Sauf qu'en pratique, la plupart des administrateurs réseau sur Internet sont des... qu'est-ce que je pourrais dire de gentil, ne connaissent pas les réseaux, et donc font beaucoup d'erreurs. L'erreur la plus fréquente, c'est de bloquer complètement ICMP. Vous pouvez reconnaître qu'un administrateur réseau est un neuneu quand quand vous lui demandez pourquoi il a bloqué ICMP et qu'il dit c'est à cause de l'attaque Ping of Death. Alors s'il répond ça, vous pouvez être sûr que c'est un neuneu, parce que l'attaque en question n'était pas spécifique à Ping, n'était même pas spécifique à ICMP. Il pouvait se faire avec n'importe quel paquet IP. Simplement, elle était facilement automatisable avec le ping de Windows, d'où son nom. Mais elle n'a rien de spécifique à IP ni même à ICMP. Donc quelqu'un qui coupe complètement ICMP, vous pouvez être sûr qu'il est nul en réseau. Alors il y a la solution que j'ai citée tout à l'heure là, avec Pôle emploi, qui est un peu radicale. Vous pouvez aussi choisir la formation, l'explication, il faut de la patience. Ça c'est bon, mais peut-être qu'il faut le faire. Donc malheureusement, ce genre de choses est très fréquent. Ce genre de choses est très fréquent, donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que la fragmentation marche mal, parce que la fragmentation repose sur l'envoi de paquets ICMP pour dire « Hey, attention, ton paquet est trop gros, ma MTU ne le laisse pas passer, il faut que tu fragmentes. » Si les paquets ICMP sont bloqués, ça ne marchera pas. Donc un syndrome typique que vous voyez, par exemple en HTTP, c'est la connexion TCP se passe bien, elle est établie, vous faites le GET, c'est bon, vous recevez le 200 OK, puis ensuite vous ne recevez plus rien. Zut. Pourquoi? C'est parce que tous l'établissement de connexion TCP, le GET, le 200 OK, tous ces trucs-là sont de petite taille, nettement en dessous de la MTU. Donc ils n'auront jamais le problème. Quand par contre le serveur HTTP commence à envoyer les données, là, il remplit les paquets au maximum, et là, vous avez un problème.
Donc ça, c'est clair que c'est un problème du tunnel. Bon, par ailleurs, les tunnels augmentent la complexité, c'est un truc en plus. Donc fatalement, ça diminue un peu les performances, ça complique un peu les choses, etc. Donc le mieux, c'est de le faire du natif, bien sûr. Mais enfin, on n'a pas toujours le choix. Il y a des tas de solutions. Il y a des tas de techniques et des tas de variantes. Par exemple, avec TSP, avec le protocole TSP, un des trucs qu'on peut négocier, c'est le fait d'encapsuler dans des connexions TCP ou dans des paquets UDP pour augmenter les chances de passer, par exemple, à travers des NAT et des trucs comme ça. Je ne détaille pas ici pour des raisons de temps, hein, mais le RFC 5572 est une excellente lecture. Simplement, ça ne résout pas ces problèmes-là. Ces problèmes-là demeurent. Alors voilà un exemple de configuration d'un tunnel manuel sur une Debian. Donc ici, je crée une interface que j'appelle 6in4, c'est-à-dire que je fais passer de l'IPv6 dans l'IPv4, et je lui mets le type V4 tunnel. L'extrémité du tunnel en V4, je l'ai choisi le point de présence d'Hurricane électrique au PANAP, qui est un point d'échange à Paris. Donc après quelques tests, je vois que c'est le point d'échange Hurricane électrique le plus proche de ma machine, celui qui répond le plus vite, etc. Je mets donc son adresse ici. Je mets l'adresse que Hurricane Electric m'a attribuée. Donc si vous utilisez Wheeze sur cette adresse-là, vous allez voir qu'elle appartient à Hurricane Electric. C'est eux qui m'attribuent les adresses, c'est mon fournisseur. J'ai oublié de préciser qu'il faut s'inscrire d'abord sur le site web d'Hurricane Electric. C'est gratuit. Enfin, il faut s'inscrire, il faut s'enregistrer, il faut laisser ses coordonnées personnelles et tout ça. Et puis ensuite, normalement, l'instruction Gateway met la route par défaut. Sur ma Debian, quand j'avais fait l'essai, ça ne marchait pas. J'ai dû mettre explicitement qu'une fois que l'interface est up, on ajoute une route par défaut par cette interface. Donc à partir de là, les paquets IPv6 qui sortent de ma machine seront encapsulés dans du V4, envoyés à cette machine-là, qui va décapsuler et les envoyer dans IPv6. Donc ce système-là me permet d'avoir une connexion V6 pour ma machine, alors même que le fournisseur d'accès qui la connecte est entièrement V4. Et ça marche bien. Je répète, le point important, c'est de bien choisir un fournisseur. Vous entendrez souvent dire des trucs du genre « les tunnels, c'est pas fiable, les tunnels, ça marche pas, les tunnels, c'est lent, etc. » Attention, c'est un peu comme pour tout. Choisissez bien le fournisseur. Choisissez-le bien, réfléchissez, voyez les problèmes, etc. Par exemple, si vous vous trouvez dans un coin où il n'y a pas de pop de Hurricane électrique proche, ça peut être autre chose. Il y a peut-être un pop de 6S qui est plus proche, des choses comme ça. Ça dépend des goûts. Et puis si vous vous déplacez tout le temps, là par exemple ici, ça va bien quand tout est statique. Là, c'est une configuration manuelle, ça va bien quand tout est statique. Si vous voulez connecter votre portable qui se promène absolument partout, qui est dans tous les hôtels et qui va avoir une connexion V6, la TSP, le protocole de configuration de tunnel, comme il fait tout automatiquement, peut être préférable. Voilà, je vous laisse faire la même chose pour une Red Hat. C'est pas très différent sur le principe. Le point important, c'est que c'est manuel. Donc ça convient bien pour les configurations qui ne bougent pas tous les jours. Ici, c'est pour un serveur dédié avant que l'hébergeur du serveur dédié en question ne mette IPv6, il était connecté par un tunnel. Ce tunnel particulier là ne fonctionne plus aujourd'hui, puisque l'hébergeur maintenant fait du V6 natif. Autre technique rigolote, pour un autre sujet, 6RD. Alors 6RD, vous avez peut-être entendu parler parce que ça a été conçu en France, donc c'est un protocole Cocorico. Ça a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse, la France sauve IPv6 et des choses comme ça. 6RD est surtout en fait connu parce que c'est le protocole qui est derrière la connectivité IP de Free. Donc des tas de gens se retrouvent exposés à 6RD même s'ils ne le voient pas. L'utilisateur final chez lui ne se rend pas compte que c'est du 6RD, sauf à des petits détails subtils. Donc, quel est le but? Rappelez-vous que pour toutes ces techniques, le point important, c'est de voir à quoi elles sont utiles. Quel est le but? Qu'est-ce qu'elles vont faire? 6RD, c'est pour un FAI. Si vous n'êtes pas un FAI, ce n'est pas la peine d'écouter. Le but, c'est de fournir de l'IPv6 à ses clients. Donc, vous êtes un FAI, vous avez des clients, une population de clients qui est un peu plus geek que celle de Orange ou de Numéricable, et qui vous embête tous les jours en disant « Quand est-ce qu'il y aura IPv6? Quand est-ce qu'il y aura IPv6? Je voudrais IPv6. Il n'y a pas encore IPv6? Ah, c'est nul !» Et puis qui ensuite mettent des messages sur Twitter avec Free, ils sont nuls, il n'y a toujours pas IPv6, 3 points d'exclamation. Donc au bout d'un moment, le FAI en question s'énerve et dit comment est-ce qu'on pourrait fournir une connectivité IPv6 à ses clients. Ça a l'air simple comme problème. Vous envoyez une candidature au RIP pour avoir des plages d'adresse IPv6, vous activez IPv6 dans vos routeurs, vous faites des sessions de peering BGP avec d'autres voisins en IPv6. En France, c'est pas difficile, il y en a déjà pas mal, et la plupart des points d'échange français
font de l'IPv6. Et ensuite, les paquets vous pouvez échanger de l'IPv6. OK, ça arrive donc dans votre réseau. Mais ensuite, il faut l'amener chez le client. Et entre les gros routeurs qui sont connectés au point d'échange et les clients, il y a tout un tas d'équipements qui peuvent poser des problèmes, qu'on ne peut pas forcément bouger. Dans le cas de Free, c'est les DSLAM. Les DSLAM, c'est l'engin mixte moitié couche 2, moitié couche 3, qui termine les sessions ADSL, et qui sont des engins un peu bizarres, fabriqués par des gens d'un autre monde. Il y a de l'ATM dedans, enfin, il y a des tas de trucs bizarres comme ça. Donc, c'est pas facile de les modifier, de les remplacer par des équipements corrects. Alors, s'il n'y avait pas de problème financier, on jetterait tout et on rachèterait tout. Mais vous avez proposé ça au directeur financier, il va probablement faire la tête. Donc des fois, on est obligé de tenir compte de ce qui existe. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a un réseau qui est partiellement V6, mais qu'on ne peut pas amener le V6 jusqu'au client. Zut. Principe. On va donc... Par contre, Free a un avantage, c'est qu'il contrôle la box. Donc, puisqu'on contrôle la box, on va mettre à jour son logiciel. Et les paquets V6 émis par le client, la box va les encapsuler dans du V4. Ils vont aller en V4 jusqu'aux sorties du réseau du fournisseur d'accès. Là, on les décapsulera et ils repartiront V6. Donc le paquet sera V6 presque tout le temps, sauf dans la traversée du réseau interne, où ils seront en V4. Et le tout est fait automatiquement. L'utilisateur ne se rend compte de rien. Tout est fait par sa box. Lui ne se rend compte de rien. En fait, lui, même de son point de vue, c'est du V6 natif. S'il ne fait pas attention à des petits détails subtils, il pensera même qu'il est en V6 natif. Alors, ça a été mis dans la toute dernière version du noyau Linux. J'ai oublié son numéro, mais dans la toute dernière version officielle Torvalds Compliant du noyau, vous avez le code de 6RD qui a été développé par Free. Puisque Free, au début, utilisait des machines Linux comme routeur. Ils utilisent maintenant des Cisco, puisque c'est aussi dans iOS. Donc, ça, c'est implémenté. Hein. Le coup de le faire dans Linux, ça marche quand on n'a pas beaucoup de machines. Après, il faut des gros PC quand même. Si on a beaucoup d'utilisateurs, il faut quand même des gros PC. Et puis le tout est normalisé. C'est une des rares techniques qui soit bien normalisée. Donc dans le RFC 5969. Le premier était le 5569, mais la version actuelle c'est le 5969. Si vous voulez vous le taper, vous pouvez le lire. Vous avez dedans tous les détails possibles sur comment ça fonctionne. Donc ça, c'est la technique qui est déployée dans le réseau de Free. Donc elle a une importance, je dirais, économique, puisque la plupart des Monsieur Michu français qui ont de l'IPv6, c'est via Free, donc c'est grâce à 6RD. Les inconvénients, il n'y a pas de système sans inconvénients. Bon, c'est un peu compliqué, il faut contrôler la box. Alors, c'est le cas, ça peut donc poser des problèmes. Par exemple, les anciennes Freebox, c'est plus le cas depuis la version 6, mais, qui s'appelle 6, mais qui n'a rien à voir avec IPv6. Depuis la version Révolution, c'est plus le cas, mais avant, Freebox pouvait fonctionner en bridge ou en routeur, sauf pour V6, c'était forcément du routeur, parce qu'en plus, il faut faire l'encapsulation 6RD. Donc, ça complique un peu les choses, c'est pas forcément pratique, et puis c'est un tunnel, hein, techniquement. Donc, les problèmes de MTU ne disparaissent pas. Vous avez aussi des problèmes de MTU potentiels. Ça se manifeste des fois. Voilà pour 6RD. Autre technique rigolote et utile, NAT64. À NAT64, il y a un but complètement différent. Cette fois, le but, c'est, vous avez un réseau qui est purement V6, avec que des machines V6. Si elles utilisent Linux, FreeBSD, des trucs comme ça, c'est pas un gros problème. L'expérience d'ailleurs est rigolote et je vous la recommande. Hein. C'est un très bon TP pour des étudiants. Vous montez un réseau entièrement V6 et puis vous le connectez à Internet. Et puis vous voyez ce que vous arrivez à faire. D'abord, vous voyez en local les problèmes qu'il y avait. La dernière fois que j'ai essayé, c'était Spam Assassin qui plantait. Parce qu'il n'acceptait pas l'adresse IPv. Pour des raisons mystérieuses, il analysait le etcresolve.conf pour trouver les adresses des serveurs de nom. Et il plantait quand c'était des adresses IPv6 dedans. Donc vous voyez que des fois, les petits problèmes en 2000 dont je parlais, ça frappe des logiciels inattendus, parce que quand on s'occupe de configuration réseau, on ne pense pas à Spam Assassin. Mais c'est quand même lui qui a fait le problème. Donc, essayez de configurer des réseaux entièrement V6, vous verrez ce qui marche pas, les problèmes. Je vous préviens tout de suite, ne faites pas ça à votre entreprise avant que vous êtes assuré que vous avez le soutien inconditionnel de la hiérarchie. Parce que entièrement IPv6 aujourd'hui, c'est encore un peu expérimental. Hein. Enfin, c'est même pas mal expérimental encore. Mais c'est une manip de geek rigolote.
Alors, compte tenu de l'épuisement des adresses IPv4, ça ne restera pas forcément une manip expérimentale longtemps. Aujourd'hui, de toute façon, quand vous installez un nouveau réseau, vous n'avez en général pas d'adresse IPv4. Donc, comme il n'y a pas d'adresse IPv4 libre, le fait de mettre entièrement en V6 n'est pas idiot. Mais à ce moment-là, il y a un problème. Twitter n'a pas d'adresse IPv6. Comment je vais faire pour me connecter à Twitter avec mes machines purement IPv6 ? Je ne peux pas me passer de Twitter, c'est pas possible. On ne peut pas ne pas l'utiliser. Vous pouvez remplacer Twitter par Facebook ou d'autres trucs comme ça, hein. Même résultat. Donc là, il y a un problème. Comment je fais pour avoir que Twitter.com me donne une belle adresse IPv6 ? Coincé ? Non. Il y a une solution. Le principe, c'est qu'on va traduire dynamiquement les paquets V6 en V4 et réciproquement. Donc c'est du NAT, sauf qu'au lieu du NAT 4.4 où c'était la traduction de V4 en V4, le NAT 6.4 on traduit du V6 en V4. Et pareil au retour. Donc votre machine émet les paquets V6, vous avez quelque part un routeur NAT 64 qui les traduit en V4, et au retour, les retraduira en V6. Donc ça sera comme le NAT, parce que des gens, quand je dis aux gens, mais on n'a pas d'adresse V4, mais on n'a qu'à utiliser des adresses V4 privées et à faire du NAT. Bah, tant qu'à faire du NAT, inutile de mettre des adresses IPv4 à vos machines. Tant qu'à faire du NAT, vous pouvez faire du NAT 6.4. Et à ce moment-là, hop, ça fonctionne. Voilà en image. Alors, cette image-là ne représente qu'un des modes de déploiement de NAT 6.4. Dans ce mode-là, Monsieur Michu est ici, avec son réseau purement V6 à la maison. Et là, il y a une box, le CPE, Customer Premise Equipment. Ici, la box. Et le réseau du fournisseur d'accès est en V6 et il veut parler à Twitter et Facebook qui sont là. Et le routeur NAT 6.4 est entre le FAI et le reste de l'Internet. Ça n'est qu'un des modes de déploiement. Un autre mode possible, c'est de mettre le routeur 6.4 ici, chez l'utilisateur. Et ce cas-là, ça fonctionne, y compris si le fournisseur d'accès, y compris si même le fournisseur d'accès ne gère pas le V6. Donc, mais ce schéma-là, l'avantage, c'est que j'ai récupéré sur Wikimedia Commons, donc je n'ai pas eu à le faire moi-même. Donc j'ai pris tel quel. Mais il n'est pas faux. Mais il y a plusieurs modes de déploiement possibles de NAT 6.4. Alors il y a un piège. C'est que j'ai dit qu'on traduisait du V4 en V6. Sauf que l'application, là, ici c'est Telnet l'application, mais ça serait un vrai client Twitter, on aurait le même problème. L'application, elle, ne connaît que V6, puisque la machine n'a que des adresses V6. Donc elle va faire une requête DNS pour le type AAA, adresse IPv6. Twitter n'a pas de AAA. D'où sort cette adresse? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a une astuce supplémentaire. C'est DNS 6.4. DNS 6.4, c'est que comme c'est un DNS menteur qui, quand il voit une requête AAAA pour une machine, alors si c'est une machine qui a une adresse AAA, il répond à l'adresse normale. Donc la machine V6 de tout à l'heure, quand elle parle à un serveur V6, il n'y a pas de NAT 6.4 sur le trajet. Hein. Tout se passe normalement, nativement, etc. Mais quand elle veut parler à une machine V4, le serveur DNS voit qu'il n'y a pas d'adresse IPv6 annoncée dans le DNS, mais il y a une adresse IPv4, pas de problème. Il va donc fabriquer une adresse IPv6 à partir de l'adresse IPv4. On utilise pour ça en général le préfixe 64FF9B. Donc quand vous voyez ça, 64FF9B, c'est en général que DNS 6.4 s'est manifesté. Ce n'est pas obligatoire, parce que comme c'est local à votre réseau, ou à celui de votre FAI, mais en tout cas c'est très local, vous pouvez utiliser n'importe quel préfixe. Il faut juste que le serveur DNS 6.4 et le routeur NAT 6.4 soient d'accord. Il faut qu'ils utilisent le même préfixe, sinon problème. Mais tous les deux sont en général maintenus par la même personne, par le même groupe. Donc, voilà par exemple la configuration de bind pour faire ça. Bind a une fonction de serveur DNS 6.4. Vous mettez dans les options le préfixe à utiliser. Ici, c'est le préfixe habituel, mais vous pouvez utiliser le vôtre. Quelques petits détails supplémentaires. Vous lui dites par exemple que les adresses IPv4 privées, faut pas, si le serveur qu'on essaye d'atteindre a une adresse qui est une adresse IPv4 privée, on n'essaye pas de synthétiser des adresses IPv6 parce que ça ne marchera sans doute pas. Il y a tout un tas d'options comme ça, mais la plus importante, c'est celle-là. Donc ça dit à Bind que quand il reçoit une requête de type AAAA, IPv6, et que la machine à l'autre bout n'a qu'un enregistrement de type A, IPv4, alors il synthétise l'adresse IPv6 et il la renvoie. Et ensuite, donc la machine, naïvement, va recevoir cette adresse IPv6, va dire c'est cool, Twitter est en IPv6, va faire une connexion, sans même se rendre compte que sur le trajet, il y a un routeur NAT 6.4. Le routeur NAT 6.4, quand il voit ce préfixe, il dit « Ah, c'est pour moi !»
il réécrit en V4, et il fait la même chose en sens inverse. Donc Bind fait déjà ça pour la partie DNSX4, depuis la version 9.8, et le routeur, alors, il y a au moins 2 implémentations de NAT64 qui tournent sur Linux, Zis et Taiga. Alors ça, ça veut dire, ça désigne la mue des arthropodes, ce terme-là. C'est un terme scientifique qui désigne la mue des arthropodes parce que l'arthropode passe d'IPv4 en IPv6. C'est ça l'idée. Il y a un très bon article dans Wikipédia à ce nom-là. Donc ces 2 implémentations tournent sur Linux. Donc peut-être qu'un jour on les verra dans les routeurs, les petits routeurs box, les Link 6, les D-Link, les trucs, les Belkin, tous ces trucs-là. Peut-être qu'ils auront DNS64 et NAT64 bientôt. Pour l'instant, ça tourne, à ma connaissance, que sur Linux. Hop. Et c'est pas encore normalisé. Les normes sont presque prêtes. En fait, normalement, le RFC Editor les a mis dans le dernier état avant publication. J'espère qu'elles sortent pour cette conférence. J'aurais pu en parler. J'aurais pu en faire un scoop ici, mais pas de bol, elles ne sont pas encore sorties. Mais elles le sont quasiment. Elles sont au tout dernier stade de publication. Quelques inconvénients. Comme le DNS 6.4 est un menteur, il génère des enregistrements qui n'existent pas. Si vous validez avec DNS7, vous allez avoir un problème. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, avec Bind, vous pouvez lui dire valide tout sauf ce que tu as toi-même inventé. Ça change aussi la MTU parce que quand on traduit du V4 en V4, ce que fait le NAT traditionnel, le NAT 4.4, on ne change pas la taille des paquets. On remplace une adresse V4 par une autre, elles font 32 bits, il n'y a pas de changement. En V6, comme on change l'entête de paquet, ils n'ont pas la même taille en V4 et en V6. Donc, changement de MTU. Donc, problème. Alors voilà un exemple avec le truc de la mue des arthropodes, là. Donc c'est un module noyau Linux qu'on doit mettre sur le routeur. Donc si vous utilisez une machine Linux comme routeur, hop, quand vous le lancez avec, il y a un script qui est fourni avec pour tout configurer, et vous voyez dans votre table de routage que les paquets à destination du préfixe que vous avez indiqué dans le fichier .sh avant, là, sont transmis à cet engin-là, qui est en fait une interface spéciale qui fait la traduction NAT64. Donc à partir de là, votre machine Linux transmet les paquets. Donc si vous avez dans votre réseau purement IPv6, il faut que vous ayez au moins une machine V4 pour faire la manip. Alors je vous dis tout de suite que X6 est encore un peu expérimental. Hein. Si vous aimez les kernels paniques, c'est très bien. Mais c'est pas... Non. Soyons clairs, c'est pas une technologie. Apparemment, les gens ont eu plus de succès avec Taiga, qui est moins riche en fonctions, mais qui semble plus stable, qui semble moins planté. Ceci dit, X6 est activement maintenu et par des Québécois, donc vous pouvez envoyer les rapports de bugs en français, ce qui est un avantage aussi. Dernière technique rigolote qu'on va voir, DS-Lite. Donc DS-Lite, c'est encore un autre truc. Quel est le but visé cette fois par DS-Lite? C'est qu'on a un FAI qui est V6, mais on n'a pas d'adresse IPv4, rappelez-vous qu'elles sont épuisées. Et puis de toute façon, on a des machines ou des applications, ce qui revient au même, qui ne peuvent faire que V4. Hein, des Windows 3 points qu'on ne peut pas mettre à jour. Non, c'est plutôt les applications le problème. Hein. En général, le problème, ce n'est pas tellement les systèmes eux-mêmes, encore que, par exemple, le système de l'iPhone n'est toujours pas V6. Mais bon. En général, le problème vient plutôt des applications. Donc, on se retrouve à devoir gérer des applications purement V4. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, DS-Lite vise en fait les nouveaux entrants, c'est-à-dire les gens, un nouveau FAI qui se crée aujourd'hui, dans un monde où il n'y a plus d'adresse V4, mais où on ne peut pas d'un seul coup dire à ses clients, vous, chez vous, mettez du V6. CXRD et DAT64 visaient les gens qui voulaient faire du V6 chez eux. DS-Lite vise les gens qui n'ont pas envie de migrer leur machine, leur système d'exploitation, leur logiciel, donc qui ont du V4 chez eux, et le pauvre FAI n'a pas d'adresse IPv4 à leur donner. Il n'en a même pas pour lui, en fait, ou pas beaucoup. Donc comment on fait? Eh bien, on met sur le réseau local du client des adresses V4 privées, il n'y a pas le choix, il n'y a plus d'adresse publique depuis longtemps, donc on leur met des adresses privées. La box va encapsuler les paquets V4 pour les faire passer sur le réseau V6 du FAI, jusqu'à un NAT géant, ce qu'on appelle un CGN, Carrier Grade NAT, c'est-à-dire c'est l'idée d'un NAT adapté non pas aux besoins de la maison de M. Michu, mais adapté aux besoins d'un FAI. De tels équipements existent déjà chez les gens qui font du NAT 444. Vous vous rappelez, c'était quand il y a 2 niveaux de NAT. Un
sur la box de Monsieur Michu, enfin plutôt Monsieur Li, parce que c'est beaucoup utilisé en Chine. Donc, sur la box de Monsieur Li, vous avez une première traduction, et ensuite vous avez un CGN en sortie du réseau du FAI qui refait une traduction. Comme ça évite de donner une adresse IP publique à Monsieur Li. Donc ces CGN existent, fonctionnent. C'est des engins énormes qui consomment beaucoup de ressources, mais ça permet de faire la traduction. Donc avec ce système-là, le FAI nouvel entrant est dispensé de mettre V4 dans son réseau. Il peut créer un réseau entièrement V6 dès le début. Et quand même fournir un service aux applications IPv4 de Monsieur Michu. Alors dit comme ça a l'air super. Voilà comment ça fonctionne. Donc Monsieur Michu est en haut à gauche. Le fournisseur d'accès, il est nouveau, donc il n'a mis que du IPv6. Quand Monsieur Michu veut faire du V6, quand il a une application qui fait du V6 avec un partenaire qui fait du V6, ben, pas de problème. V6 natif complètement de bout en bout dès le début. Quand par contre Monsieur Michu veut faire du V4, ben, son paquet V4 va être encapsulé jusqu'au CGN, jusqu'au gros routeur NAT, qui va à ce moment-là faire du NAT pour le traduire, pour l'envoyer. Donc il n'y a que lui qui a une adresse IP publique. Donc il faut quand même au moins une adresse IP publique. En pratique un peu plus, parce que pour que ça tienne le coup, vous serez obligé de mettre plusieurs routeurs ici, sauf si vous êtes un tout petit FAI. Mais vous n'avez besoin d'adresse IPv4 publique que pour vos routeurs CGN, pas pour tous vos clients. Donc si vous êtes un FAI nouvel entrant, qui donc n'a pas d'adresse IPv4, ou pas beaucoup, ben, ça peut être une solution intéressante, DSLite. D'autant plus qu'il y a une implémentation. Le CGN a déjà une implémentation sur Linux, donc vous pouvez mettre ici une machine Linux avec le logiciel AFTR qui est développé par l'ISC, les mêmes qui font Bind et quelques autres trucs du même genre. Donc AFTR est un logiciel libre et donc ça pourra s'intégrer dans d'autres routeurs plus tard. Enfin, ça fonctionne déjà. Et ça a été développé par un Français encore. Rappelez-vous, IPv6, c'est un truc de fromage qui pue. Hein. Vous trouvez des Français partout. Ou quand ce n'est pas des Français, c'est des Québécois. Par contre, les normes ne sont pas encore terminées. Le travail à l'IETF continue là-dessus. Donc la norme DSLite n'est pas encore sortie. Les inconvénients. Alors c'est franchement complexe. Hein. Question complexité, c'est pire que tout. Bon, vous avez noté que comme pour SixRD, il faut contrôler la box chez le client. Ça peut être une contrainte parce qu'il y a des fournisseurs qui de toute façon vous imposent une box. Typiquement, c'est le cas de Free. Il y en a d'autres qui vous laissent choisir une machine à vous si vous voulez. Si vous voulez acheter votre Link 6, si vous voulez mettre un Link 6 avec OpenWRT, ça marche. À partir du moment où le fournisseur d'accès utilise des techniques comme SixRD ou DSLite, il faut soit que votre box à vous fasse également ce qu'il faut, soit que vous renonciez à avoir une box à vous et que vous installiez celle du fournisseur à la place. C'est un des problèmes. Il y a des gros doutes sur la capacité des CGN à gérer la charge quand même. Bon, bien sûr, ça se fait en Chine, mais en Chine, les gens ne peuvent pas râler. Quand ça ne marche pas, ils ferment leur gueule parce que sinon, ils ont des gros ennuis. Donc, les CGN actuels fonctionnent. Il n'est pas du tout certain que des CGN à l'échelle d'un gros fournisseur d'accès avec plein de clients qui font du YouTube et du Facebook toute la journée, il n'est pas du tout certain que ça tienne. Hein, la complexité logicielle d'un truc comme ça est délirante. Et ça n'a jamais été testé pour des tailles pareilles. Par ailleurs, vous avez remarqué en regardant le schéma, comme le but, c'est d'éviter de donner une adresse IP publique à chaque client, ben le résultat, c'est que les adresses V4 sont partagées. Mettons que vous ayez 5 routeurs CGN ici. Ça veut donc dire que vous avez 5 adresses IPv4 publiques. Donc toutes vos requêtes IPv4, par exemple à Facebook, vont venir d'une de ces 5 adresses, même si vous avez des milliers ou des dizaines de milliers de Monsieur Michu ici. Donc ça va poser un problème pour tous les gens qui utilisent l'adresse IPv4 comme identificateur. Par exemple, quand Trident MediaGuard note les adresses IPv4 qui font du transfert de fichiers illégal en pair à pair, avant de les transmettre rue de Texel, ben, ces adresses IPv4, elles n'auront plus une grande signification. Ce sont des adresses IPv4 partagées entre beaucoup de gens. Ça peut poser un problème à certains. Alors là, j'ai terminé le tour des techniques rigolotes de coexistence et de transition. C'est celle que vous avez des chances de voir dans les prochaines années. Il est possible qu'on en invente encore d'autres, mais j'ai des doutes, parce que quand même, le problème, il est là maintenant. Et des techniques comme ça, entre le moment où on commence à les élaborer et le moment où elles sont normalisées, implémentées, déployées, il s'écoule beaucoup de temps. Donc les nouvelles qu'on mettrait maintenant ont peu de chance. Donc si vous avez une idée géniale pour une nouvelle technique de coexistence de transition, vous pouvez toujours tenter votre chance. Mais les probabilités qu'elle arrive à maturité avant qu'on soit vraiment mal sont quand même assez faibles.
Ça laisse quand même la double pile laisse quand même un problème qu'on n'a quand même jamais complètement résolu. C'est que on fait de la double pile depuis longtemps. Il y a des tas de gens qui ont déjà IPv6 et IPv4 sur leur machine et qui ont un fournisseur qui font les deux et qui s'adresse à un serveur qui est lui-même double pile. Et on a constaté qu'il y a souvent des problèmes. C'est le problème qu'on appelle en anglais le problème du bonheur des globes oculaires. Le globe oculaire, c'est l'utilisateur, celui qui regarde, c'est celui qui a du temps de cerveau disponible et qui regarde, donc qui est consommateur. Il voudrait bien que quand il clique sur un lien, ça s'affiche. Ben, malheureusement, en double pile, on a souvent un problème qui est celui-ci. Donc, M. Michu a un Windows récent et il a un navigateur web correct. On va mettre qu'il a Firefox. Il a IPv6 sur sa machine, ce qui est le cas sur Windows depuis XP. Et depuis 7, c'est même automatique, il n'y avait absolument plus rien à faire. Mais ça existait déjà avant. Firefox a IPv6 et tout ça. Donc, M. Michu, sans s'en rendre compte, fait de l'IPv6. Comme M. Jourdain faisait de la prose. Sur le réseau local de M. Michu, mettons qu'il fallait cliquer sur quelque chose pour activer IPv6, mais un jour, son petit-neveu est venu en vacances, il avait envie d'IPv6 pour faire du BitTorrent, il a activé IPv6, et à ce moment-là, magie d'IPv6, tout ça se configure tout seul, notamment Windows, suivant l'autoconfiguration sans état d'IPv6, voit qu'il y a IPv6 sur le réseau, pouf, passe en IPv6 automatiquement, tout seul. C'est très bien. D'habitude, on est content quand ça se passe automatiquement tout seul, c'est mieux. Mais enfin, en l'occurrence, ça veut dire que M. Michu, sans s'en rendre compte, maintenant sa machine va faire des connexions V6. Et là, dans certains cas, il y aura des problèmes. Google active IPv6 pour un service vital, dont M. Michu ne peut pas se passer. Tout à coup, YouTube devient double pile et peut fonctionner aussi bien en V4 qu'en V6. Seulement voilà, le FAI de M. Michu ne route pas IPv6 ou ne le route pas correctement. Il y a quelque chose qui coince. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, sur la plupart des gens qui ont IPv6, ils ne le traitent pas sur un pied d'égalité avec V4. Une expérience, par exemple, typique dans Renater, au hasard, je cite Renater parce que Renater a une offre V6 équivalente sur le papier à celle de V4 depuis longtemps. Vous constatez quand il y a une panne qui affecte le routage V4, panique, action immédiate, tout de suite le problème est résolu. Quand il y a une panne qui affiche IPv6, le support de niveau 1 s'endort dessus et attend que quelqu'un arrive. Dans la plupart des boîtes, c'est comme ça. Hein. Je ne veux pas taper spécialement sur Renater. Dans la plupart des boîtes qui ont une offre IPv6, même les plus gros tier 1, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un type dans la boîte qui sait ce qui se passe avec IPv6, et quand il n'est pas là, le support de niveau 1 ne fait rien. Et dit, de toute façon, c'est IPv6, c'est pas grave. Ce genre de mentalité est très fréquente aujourd'hui. Ça veut donc dire que M. Michu peut très bien avoir un IPv6 qui marche mal. Qu'est-ce que va faire Firefox? Il va tenter sa chance en IPv6, essayer, zut, ça marche pas. Firefox est sympa, il va basculer sur V4, mais ça aura pris longtemps. Ça aura pris des fois 1 minute, 2 minutes, et quand on est globe oculaire, c'est long 1 minute. Hein. C'est drôlement long. Donc M. Michu est furieux. Il écrit sur sa page Facebook « C'est nul, j'arrive pas à me connecter à YouTube, etc. » Quelqu'un lui répond en langage SMS « Pas de problème, tu tapes Disable V6 et tu rebootes ta machine et ça va marcher. » Monsieur Michu constate que ça a résolu le problème, il est content, il n'a plus IPv6, et avec ça, pour le convaincre de remettre IPv6 en service un jour, bon courage, ça va être dur. Vous avez découragé un globe oculaire, enfin 2 globes oculaires, en faisant ça. Donc là, ce problème-là est un problème très fréquent. Hein. C'est ce problème-là qui explique qu'un certain nombre de gros hébergeurs n'ont pas mis d'adresse IPv6. Alors, il y en a des tas qui n'y ont même pas pensé. Enfin, ils n'y ont pas réfléchi, c'est pas sur leur radar, ils n'y pensent pas. Par exemple, vous avez des ministères qui expliquent que IPv6, l'avenir, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il y avait une ministre de l'Internet il n'y a pas très longtemps qui disait ça, mais son propre ministère, le site web, n'était pas accessible en IPv6. Ça, c'est des choses qui arrivent. Par contre, il y a des gens qui ont réfléchi. Par exemple, Google y a réfléchi. Aujourd'hui, Google n'est accessible en V6 que pour certains réseaux, pas pour tous, parce que justement à cause de ce problème-là. Google a fait des calculs et des expériences qui ont montré que s'ils activaient IPv6 au sens où s'ils publiaient un enregistrement IPv6 dans le DNS pour w3.google.com, il y avait 0,1% des utilisateurs qui avaient un problème. Vous allez me dire, rien à cirer, 0,1%, c'est rien. Sauf que pour Google, 0,1%, ça fait du monde. S'ils font une manif tous ensemble, ça fait du bruit. Et puis c'est mauvaise réputation, des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui explique le très faible chiffre que je vous ai montré tout à l'heure dans les statistiques de DNS Witness, où on voyait que
il y avait plein de domaines dans .fr qui avaient un serveur DNS en IPv6, hein, presque 40%, donc c'est vraiment largement répandu maintenant. Mais de ceux dont le serveur web était accessible en V6, c'était beaucoup moins nombreux. Parce que parmi ceux qui ont réfléchi, la minorité, la plupart, ils ont fait le même raisonnement que Google. Ils se sont dit, aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est qu'il y a quelques utilisateurs qu'on va perdre comme ça. Toutes les études montrent que ce problème existe. Il est peu nombreux en proportion, mais ça fait quand même... personne n'a envie de perdre des clients, même si c'est un faible pourcentage. Alors, quelles sont les solutions pour ce problème-là? Alors, la solution IETF, c'est que le problème est là. Il faut réparer IPv6, il faut que ça marche partout. Ouais, je suis d'accord. Il faut que ça marche partout. Mais Google, qui décide... Vous regardez comment c'est placé du point de vue gouvernance. Hein. Vous êtes Google. Vous avez à prendre la décision, est-ce que je publie un AAA pour w3.google.com ou est-ce que j'attends que tous les fournisseurs aient tous réparé? Ce qui peut prendre longtemps. C'est pas génial. Donc, une des solutions, par exemple, la solution qu'a choisie Google, c'est ce qu'on appelle le whitelisting. C'est-à-dire que les serveurs DNS de Google ont été modifiés pour n'envoyer le AAA, l'adresse IPv6, qu'à des résolveurs situés sur une liste blanche. Et la liste blanche est établie manuellement. Il faut demander à Google. Il faut dire, oh gentil Google, je voudrais recevoir des AAA. Je suis très bon en IPv6. J'ai le t-shirt du Riken électrique. J'ai lu tous les RFC. Vous pouvez faire des pings tant que vous voulez. Vous verrez que mon réseau marche. Vous pouvez faire du ping à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous verrez que mon réseau marche en IPv6 tout le temps. Je sais ce que c'est qu'une MTU. Je sais que c'est mal de bloquer ICMP. Et si vous faites tout ça, Google vous mettra sur la liste blanche. Un certain nombre de réseaux sont retrouvés dans ce cas-là. Renater est dans ce cas-là. Hein. Donc si vous essayez depuis Renater, si vous faites un dig à w3.google.com depuis Renater, vous aurez un enregistrement IPv6 dans le DNS. Vous faites la même chose depuis Numérica, vous ne l'aurez pas. C'est à cause de ça, c'est à cause du whitelisting. Free a également sur la liste blanche. Donc si vous faites depuis Free, ça va marcher aussi. Mais le problème de fond, c'est un problème de gouvernance. Hein. Quelle est la probabilité, dans ce cas-là, la bonne solution pour M. Michu, plutôt que de dire des conneries sur Twitter, la bonne solution aurait été qu'il envoie un rapport de bug à son FAI. Bon. D'abord, M. Michu n'a pas envie de faire un rapport de bug, ne sait pas en faire des corrects. Et imaginons que M. Michu soit étudiant dans un établissement prestigieux comme l'NCMAG, soit super bon en réseau, sache faire un super bon rapport de bug et l'envoie à son FAI. Vous voyez le support d'Orange ou de Numérica quand il va recevoir ça, vous pouvez imaginer le résultat. Il faut réécrire à M. Michu en disant « Ah ben il manquait une copie d'écran ». Il fait comme ça. Hein. Et si vous redémarrez la machine, est-ce que ça va mieux? Donc, ce genre de problème, malheureusement, une bonne partie des problèmes de l'Internet aujourd'hui viennent de ça. Il n'y a pas dans l'Internet de boucle de rétroaction. Normalement, la technique repose sur des boucles de rétroaction qui font que les choses s'arrangent. Si un avion s'écrase, on fait une enquête, on analyse, on trouve ce qui ne va pas, on le signale à Boeing ou à Airbus ou à d'autres, et la prochaine fois, on fait mieux. Ce genre de boucle de rétroaction qui est nécessaire pour maintenir le niveau de qualité et même pour l'améliorer, n'existe pas tellement dans Internet, malheureusement. Elle existe pour certains trucs. Elle existe pas mal dans le monde du logiciel libre. C'est un des avantages du logiciel libre. Là, la boucle de rétroaction fonctionne. Dans le domaine des réseaux, j'ai encore essayé de faire un rapport de bug à Bouygues Télécom l'autre jour. C'est cauchemardesque. Hein. Le plus beau étant que l'appel au support est facturé. Donc et il n'y a pas d'autre moyen de faire un rapport de bug que d'appeler le support. Donc vous payez pour signaler une bug dans leur réseau. Ça décourage un peu même les monsieur Michu les plus enthousiastes. Il y a d'autres solutions au problème en question. Le problème aussi était que Firefox essaye de manière séquentielle. Je ne tape pas spécialement sur Mozilla, hein, des tas d'autres applications font pareil. Il voit qu'il y a une adresse V4 et une V6, il essaye la V6 en première. Ah, ça ne marche pas, je passe à V4. Le problème, c'est de le faire en séquentiel. Une meilleure solution serait peut-être de le faire en parallèle. Il y a par exemple une excellente documentation sur le blog de l'ISC qui explique aux programmeurs comment faire un serveur, comment faire un client qui marche en faisant des connexions TCP en parallèle en V4 et en V6, et en voyant la première qui gagne et en jetant l'autre. Alors ça c'est très joli, du point de vue technique c'est très bien, ça fait un super beau TP. Si vous êtes prof et que vous cherchez des sujets de TP à donner à vos étudiants, des TP de programmation réseau, celui-là est super parce que la solution est étonnamment simple en fait, mais il y a plein de petits détails rigolos, notamment pour couper la connexion qui a perdu. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et le plus gros problème de cette approche,
c'est que ça nécessite de modifier toutes les applications. C'est quand même pas mal. Alors idéalement, ça devrait être planqué dans les bibliothèques. La façon idéale techniquement de résoudre le problème, c'est que ça ne devrait pas être à chaque programmeur de se préoccuper de ça. Le langage utilisé devrait exposer un sous-programme connect to tel nom, on donne le nom, et c'est la bibliothèque en dessous qui devrait faire toute cette cuisine. Ça existe partiellement dans certains langages de programmation. Et si vous programmez en C, ça existe dans des bibliothèques comme Néon ou Curl. Malheureusement, pas mal de programmeurs s'obstinent encore à tout faire à la main eux-mêmes, ouvrir la socket, envoyer les paquets dessus, etc. Et donc, ils ont ce genre de problème. Conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est pour vous. Parce que très souvent, les questions que j'ai sur IPv6, c'est des questions du genre pronostic. À votre avis, est-ce que ça va marcher? À votre avis, est-ce que IPv6 va décoller? À votre avis, et d'abord, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas Elisabeth Tessier, je ne suis pas Paco Rabanne, je ne sais pas prédire l'avenir. Je ne peux pas dire la fin de l'Internet sera en 2015 avec la fusion des robots et des humains. Je ne sais pas faire ce genre de calcul. Mais surtout, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de prédire l'avenir, c'est de le faire. Et donc, l'avenir d'IPv6 dépend un peu de nous tous. Les programmeurs qui s'assurent que leurs applications soient V6, les administrateurs réseau, que leur réseau soit V6, les utilisateurs qui mettent IPv6 dans le cahier des charges, etc. C'est ça qui fait que IPv6 sera un succès ou sera un flop complet. Donc je ne me hasarde pas à faire des pronostics, je dis simplement qu'il faut bosser si on veut avoir une chance d'avoir un Internet qui ne soit pas complètement réduit au rôle de Minitel 2.0 derrière 3 niveaux de NAT. Je vous remercie de votre attention et je crois avoir laissé assez de temps pour les questions et discussions, donc ça peut maintenant partir dans tous les sens.